France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre grand forum, c'est votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30. Ravi de vous retrouver pour cette dernière de la semaine, c'est vendredi. Et oui, et le vendredi j'ai constaté qu'il y a un peu de relâche parmi l'équipe parce que tout le monde n'arrive pas à l'heure, sauf Akli Mioui qui est déjà là. Ça va Akli? Oui, ça va, il paraît que c'est l'apanage des rois d'être à l'heure. Il paraît, donc comme c'est bon pour toi alors. Traité comme un roi, je en profite. Je sais que ça fait un peu prétentieux pour nos auditeurs, auditrices, mais bon, il faut bien se brosser un peu par soi-même. T'as raison, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La chita algérienne, il faut l'utiliser de temps en temps pour soi-même. De temps en temps. Alors, sachez messieurs dames que tout à l'heure, dans la deuxième partie à 18h, 18h30, on parlera des cacahuètes, de leurs origines avec Amar. Tout à l'heure, la reveillée de l'équipe aussi. Ah ouais. Amar, ouais. Amar. Ouais. Remarquez, pour une panier de cacahuètes, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses et qui se vendent, donc c'est peut-être, c'est bien de parler des cacahuètes. En ce moment, dans la période électorale, ça va avoir du sens. On parlera aussi du sport avec le football, bien sûr, l'équipe de France ce soir, qui joue un match important. Et puis, puisqu'on parle de football, sachez que l'Algérie joue, contre le Cameroun dimanche soir. Attention, ça va être chaud, Et puis, on parlera aussi de la télé, vive l'Algérie, bien sûr. Et puis on terminera d'ailleurs cette émission par un petit coup de cœur. Tiens, on écoutera du Fellag aux alentours de 18h20 par là. Juste avant le j'aime ou j'aime pas, bien sûr. Et puis bien sûr le coup de cœur de Akli qui sera accompagné quand même, je l'annonce, de Tarek Mami, qui fera d'ailleurs son avis tranché. Alors lui il n'aime pas trop avis tranché, il dit point de vue, mais bon c'est pareil. Mais moi aussi je préfère point de vue, il a raison. Ouais non mais attendez, vous avez pas commencé à parler dans mon émission les gars. C'est avis tranché, à point c'est tout. Il parlera des élections au Maroc parce que très démocratique. Oui bien sûr, pas évidemment. Il parlera des élections au Maroc parce que tu sais que tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui c'est les élections législatives au Maroc. Tout à fait. Voilà, donc on en parlera avec Tarek. Je voudrais pas que mes amis marocains le prennent comme de l'ingérence qu'un franco-algérien s'exprime sur les élections marocaines. Oh, mais attends, on a le droit de parler de tout, ça va. Je plaisante pas tout à fait. Bon, très bien. Le coup de cœur d'Akli, justement, alors, c'est quoi? Alors moi le bon coup de cœur c'est pour un média qui s'appelle Made in Marseille, qui fait un boulot qui essaye de effectivement, tout à l'heure on va parler je pense de liberté d'expression, de l'indépendance des journalistes, qui essaie d'être un média indépendant, qui essaye de relater un peu des faits même qui peuvent déranger, qui essaie d'avoir une autre voix que celle qu'on entend toujours et qui malheureusement n'est pas très aidée, et donc je voulais faire un clin d'œil à notre ami Ahmed qui se bat pour ce média et faire vivre un peu une autre expression notamment dans la région PACA. Très bien. Alors, l'avis tranché d'Akli sera quoi? Alors moi c'est sur, mon point de vue c'est sur l'identité. Je trouve qu'aujourd'hui on va avoir ce débat pendant la présidentielle, donc je voulais donner un point de vue qui est le mien, parce que quand on rajoute national à identité, eh bien là on crée effectivement la scission, la discrimination, et en plus on biaise le débat de façon subtile pour envoyer à leur extériorité, à leur étrangeté une partie de la population et séduire tous ceux qui sont nostalgiques soit de l'Algérie française, soit des thèses du Front National. Très bien. Alors à découvrir tout cela, nous parlerons de la situation à Haïti. C'est que c'est dramatique ce qui se passe à Haïti après le passage de l'ouragan. On en est à Haïti, plus de 400 morts après ce passage, et toute une partie des États-Unis est en alerte évidemment avec cet ouragan. Un petit mot aussi sur la situation d'Alep, où la situation se corse après donc le non-dialogue entre la Russie et les États-Unis. Et puis nous parlerons évidemment de la primaire à droite, cette fois. Celle-ci en tout cas peut-elle être faussée par les électeurs de gauche? La question en tout cas est posée par Nicolas Sarkozy, distancé dans les sondages par Alain Juppé qui était hier soir à la télé. Nous y reviendrons évidemment. Puis nous parlerons, j'espère qu'on aura le temps de le faire, sur cette proposition de loi sur l'indépendance donc des médias. Le texte a été adopté définitivement par le Parlement sans pour autant satisfaire les représentants de la presse française. C'est ce que nous verrons. Explication à suivre. Mais pour l'heure, et pour commencer, mon cher ami Akli, c'est évidemment le traditionnel zapping pour commencer cette émission. C'est parti. Le zapping, les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. On va commencer avec toute cette flopée de politiques qui reviennent en ce moment, surtout à la veille d'échéances électorales. Et bien voici une dans le Grand Journal hier sur Canal+, qui a juré qu'elle ne referait jamais de politique. Elle s'appelle Roselyne Bachelot. C'est ce qu'elle a confié hier à Victor Robert dans le Grand Journal. Exactement. Je ne reviendrai pas. C'est une décision irrévocable que j'ai prise. Mais je suis sûr que on me pose la question, mais mes copains me disent. C'est pour ça que je vous la pose. Mes amis. On connaît votre réponse, mais pourquoi personne ne vous croit?
C'est ça qui est étonnant. Parce que la politique est une drogue, les gens le savent, donc ils pensent que je suis gravement intoxiqué. Et que si on me fait une proposition, je l'accepterai. Et c'était difficile ou pas de quitter cette vie? Non, parce que d'abord, j'avais un père formidable qui, quand je suis rentré en politique, m'a dit il faut cultiver l'ascèse de l'adieu. Je suis rentré dans le bureau qu'il avait occupé à l'Assemblée nationale. Il m'a dit tu ne dois avoir aucun objet personnel dans ce bureau et le quitter tous les soirs comme si tu ne devais jamais y revenir. Habiter chez soi, jamais habiter dans les palais de la République. Donc traverser cette carrière politique en étant totalement libre. Voilà pour la promesse de Roselyne Bachelot. Hier soir, l'émission politique de France 2 recevait Alain Juppé, qui d'ailleurs, soit dit en passant, a fait un peu plus d'audience que celle de Sarkozy, 2,7 millions contre 2,4 millions. Alain Juppé, et cette partie où Léa Salamé a cherché à interroger Alain Juppé. Est-ce que Alain Juppé est-il cassant? C'est un moment d'ailleurs que Alain Juppé n'a très peu apprécié, préférant lui parler de l'avenir de la France. Non. Vous êtes formidable, madame, c'est formidable. J'ai pas dit ceux qui osent me critiquer, je les emmerde. J'ai dit ceux qui... Non, la question est, il y a des gens qui vous trouvent chiant. Voilà la question. C'est pas est-ce que vous supportez qu'on vous critique. Et donc vous les emmerdez? Si je ne supportais pas qu'on me critique, il y a belle lurette que je ferais plus politique. Ceux qui vous trouvent chiant. Écoutez, on va pas parler de ça toute la soirée, c'est une blague. Mais non, voyons. Non, mais vous trouvez que c'est une... On va pas passer toute la soirée. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir de la France. Moi, je veux parler de l'avenir de la France. Je veux pas parler d'une boutade que j'ai eue à France avec Gilbert. C'est pas très sérieux, ça. Oui, mais cette boutade, elle dit quelque chose de vous, quand même. Pardonnez-moi, parce qu'on va parler de la France, mais on va aussi parler de l'homme, Alain Juppé. Ce qu'elle dit de vous, c'est que qu'elle résonne, c'est qu'on retrouve le Juppé cassant de 95. Cette forme d'arrogance technocratique qu'on vous a reproché, Alain Juppé. Je suis arrogant, je suis technocrate. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne sais pas. Ben voilà, je suis comme je suis, je vais me traîner à vos pieds en disant non, je suis pas arrogant, je suis gentil, je suis... Mais vous comprenez que c'est une crainte? Non, je vous demande pas ça. Ce débat n'a pas de sens. Mais si, parce qu'on... Voilà pour ce moment de cette émission. On y reviendra pour le reste dans quelques minutes. Il y a quelques jours, on vous parlait de ce bateau de femmes qui sont partis en direction de Gaza, cette frégate qui se dirigeait en direction de Gaza, qui a été donc arrêtée, comme à chaque fois, par l'armée israélienne. On a cherché sur de nombreux médias français sur un quelconque reportage relatant ce qui s'était passé et cette initiative donc de femmes. Eh bien, on a trouvé seul Euronews y a consacré un reportage. Écoutez. Le bateau des femmes qui se dirigeait vers la bande de Gaza a été intercepté. Le Zaytouna Oliva compte 13 femmes à son bord, dont le prix Nobel de la paix, la nord-irlandaise Mairead Maguire. Il était parti de Barcelone en Espagne le 14 septembre. Son objectif était de briser le blocus imposé depuis 10 ans par Israël à Gaza. L'armée a intercepté le bateau et l'a redirigé vers le port d'Ashdod, dans le sud du pays. Une interception sans violence, assure la marine israélienne. C'est un acte de piraterie de la marine israélienne, exercé dans les eaux internationales contre un bateau en mission humanitaire, naviguant sous pavillon danois. Ce qui s'est passé, c'est un acte de terreur et de piraterie contre le droit international. Cela est considéré comme un acte de guerre commis par Israël contre 13 activistes internationaux. Nous n'avons aucune nouvelle d'eux car tout contact a été rompu. Les relations restent tendues entre Israël et la Palestine. En réponse à un tir de roquettes lancé depuis l'enclave palestinienne, Israël a procédé à des frappes aériennes sur la bande de Gaza. Une personne a été blessée. Voilà, c'était sur Euronews, qu'on précise, non pas sur les autres chaînes d'infos qui n'en ont absolument pas parlé. On va terminer par un petit clin d'œil télé. Ça va se passer demain, le samedi 8 octobre sur France 5, diffusion de l'émission Échappée belle consacrée à l'Algérie, dont voici le programme. Se promener dans les rues d'Alger, c'est comme feuilleter un livre d'histoire. Une histoire en perpétuel mouvement. Maintenant, il y a plus de lumière à Alger. Ah! Derrière chaque porte se cachent des trésors insoupçonnés. Y a quelqu'un? Des amoureux les restaurent. Il faut que l'on conserve ce patrimoine. Ils ont à cœur de les transmettre aux nouvelles générations. Il faut préserver notre métier. C'est notre identité. Et voilà. Waouh, ouais. Attends, je peux le goûter? Ouais. Dis va. C'est pas parce que c'est mon miel. C'est quand même le meilleur miel.
Raphaël se rendra aussi à Oran, radieuse et toujours prête à faire la fête. Le rail veut dire avis. Quand tu vas mal, que tu as un problème, tu écoutes du rail pour avoir des solutions, des idées. Une Algérie qui puise également son énergie dans le cœur des femmes. Il faut qu'elles réussissent dans le sport et les études pour changer les a priori sur les femmes de notre pays et mettre en valeur son rôle et son importance dans notre société. Et d'ailleurs, Raphaël va rejoindre Malia, qui va lui faire partager sa vision d'Alger et de la Casbah. Elle lui a donné rendez-vous au Grand Café d'Alger. Rendez-vous donc demain soir, demain sur France 5 pour Échappée belle consacrée à l'Algérie. Je suis sûr qu'Active va regarder. Tu dis ça pourquoi? Parce que moi je le vois en vrai régulièrement. J'ai pas regardé comme quelque chose. J'ai cette chance de pouvoir aller me promener professionnellement mais régulièrement en Algérie et d'en apprécier. Et c'est vrai que l'Algérie ça énerve beaucoup de gens parce que c'est quand même un pays assez magique. Ouais, c'est sûr. Avec les défauts, les qualités, etc. Mais il y a quand même quelque chose de particulier. C'est un parfum. Bon, c'est vrai que c'est le pays de mes origines et que j'y suis fortement attaché. Mais au-delà de ça, c'est franchement un pays féerique. Et quand tu vois les paysages, là, il parle d'Alger d'Oran. Mais les gens n'ont pas encore vu Jeannette, Timimoun. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même en termes géographiques, il y a vraiment, c'est le tout. Et c'est là où l'abbé Pierre aimait se ressourcer dans le désert algérien parce qu'il avait l'impression de toucher le ciel et c'est fabuleux, quoi. Bouchra, bonjour. Comment ça va, Bouchra? Bonjour, ça va. Ah, bien. Comment ça va, Bouchra? Bouchra la Baronne avec nous sur France Maghreb 2. Est-ce qu'on peut connaître un peu ton programme à toi, le coup de cœur et la vie tranchée? Ça sera quoi? Alors la vie tranchée, je vais vous parler de la journée du 11 octobre, la journée internationale des filles, donc mondiale. Et mon coup de cœur, je vais vous faire découvrir une nouvelle application. Une application qui concerne, en fait, c'est une application mobile sur les luttes en fait contre les agressions sexistes. Ah, très bien, très bien. Voilà qui est intéressant et qui pourra intéresser certains et certaines. Certaines surtout, absolument. Dans un instant, on va revenir avec évidemment, et pour commencer cette émission, vous savez que le prix Nobel est tombé de la paix, le prix Nobel de la paix. Dans l'escalier. Ah, pardon, excusez-moi. Non, le prix Nobel de la paix est attribué au président colombien pour ses efforts avec les FARC. Ah, le président actuel? Le président actuel, le président colombien. Ouais, absolument, qui a été couronné par ce prix Nobel de la paix. On va vite passer. En espérant que ce ne soit pas de la poudre aux yeux. Enfin, non, j'arrête avec les jeux de mots. Oui, commence pas avec lui. Akli Bouchra la Baronne et Tarek Pami qui devrait pas tarder d'arriver pour le grand forum évidemment sur France Maghreb 2. Et avec Tarek, on parlera d'ailleurs des élections législatives au Maroc, puisque les Marocains sont invités aujourd'hui à aller voter. Un enjeu important, des conséquences multiples. À tout de suite. Le grand forum, on est là messieurs dames sur France Maghreb 2 jusque 18h30 avec aujourd'hui monsieur Akli Melouli qui est adjoint au maire de la ville de Bonneuil qui est avec nous aujourd'hui ainsi que Bouchra la Baronne qui est avec nous aussi pour nous accompagner et donc Tarek Mami. Tarek qui s'installe. Bonjour Tarek, comment ça va? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à Christophe, bonjour à Bouchra, donc une baronne qui nous rejoint. Ça nous changera de tout ce qu'on nous reproche. De ces enfants d'ouvriers comme que nous sommes. Des gueux qui envahissent sur les plateaux. qui vous êtes. Et puis de Akli Melouli et de son forum qui s'exporte de Paris à Marseille puisqu'on a vu la semaine dernière le forum. Oui, alors. Oui. J'ai entendu parler de ce média et de ce colloque qui a eu lieu à Marseille Akli. Mes petites oreilles qui ont traîné m'ont dit que tu n'avais même pas évoqué ta présence sur France Maghreb 2 alors que nous émettons à Marseille, c'est dommage. Ah, j'ai pas osé. Alors je vais te dire. Comment ça t'as pas osé? Non, parce que j'ai pas osé parce que je ne suis qu'un modeste chroniqueur de temps en temps et il y avait le président de Radio France Maghreb 2 qui était là et donc lui aurait pu effectivement le dire donner la chance de ça, mais je me suis pas permis de le faire parce que je pense que pour dire je suis de France Maghreb 2 il faut avoir une autorisation. Moi je suis très légaliste. Vous l'avez, cher. Voilà. Alors à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous en prévaloir dans les bons endroits et dans le mauvais. Et quand on vous dans félicite, les bons de préférence. Non, mais quand on vous félicite, c'est très bien. Mais si on vous tape dessus, il faut assumer aussi, il faut recevoir. On recevra. Nous, on assume, on n'a jamais été dans les... C'était quoi le colloque? C'était du fossé culturel, avec le jeu de mots phocéen, parce que la cité phocéenne, fossé c'est Marseille, et à la fracture nationale. Et justement, ce colloque était un petit peu pour essayer de faire un peu l'état des lieux des luttes. Mais bon, vous savez, c'est ces trucs. Et puis, de parler des synergies et comment on pouvait agir, etc. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de s'organiser. On voit bien qu'il y a des difficultés, qu'on est tellement stigmatisé à signer à résidence qu'il fallait aussi aujourd'hui un peu sortir de tout ça, essayer de comprendre. Mais bon, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chemin.
Alors il y avait tellement de Parisiens qu'on a fini par faire un coin sur le trottoir, les Parisiens d'un côté, les Marseillais de l'autre. Et qui a gagné Paris, évidemment. Et ils sont chez eux. Ils sont chez eux, on était, mais c'était très sympa, il faisait beau. Ouais. Et on a vu des avis, et j'ai pu discuter avec des gens. Alors, ce qui était assez intéressant quand même dans ce colloque, c'est que le parler vrai. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des explications, quoi. C'était un peu, et d'ailleurs, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup, moi, Marseille. J'aime beaucoup, cette région parce que, c'est toujours, comme le climat méditerranéen, c'est toujours chaud, et c'est un climat qui me convient. Et j'adore ces débats houleux, où au moins on s'explique que tous ces débats feutrés, hypocrites, où les gens, se cirent les pompes entre eux alors qu'ils peuvent pas se saquer. Là, au moins, c'était assez clair. Il y a eu quelques règlements de compte, c'était OK choral. Alors la question principale, Aklim Eluli, comment pouvez-vous dire aujourd'hui que vous êtes encore socialiste? Là, ça doit être dur. Hein. J'avoue, j'aimerais pas être à ta place. Hein. J'assume. Le problème, c'est que moi, j'assume mes propos partout. Je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre en fonction des lieux. Donc, Tarek était présent, a pu entendre ma réponse et il y a eu aucun problème. Bon, très bien. Bah, écoute, on te souhaite bon courage à l'avenir quand même. Ça va être de plus en plus dur. Non, mais tu dis que bon courage à l'avenir, Christophe. sois un peu précis, un peu sur la chose. Les gens confondent les valeurs et les appareils. Et je crois que si aujourd'hui, c'est juste, il y a des gens qui utilisent ça pour essayer d'exister politiquement, etc., en jouant sur la décomposition des partis et en espérant recomposer. Faut être un peu plus sérieux que ça. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est pas le fait de savoir si je suis socialiste et je vais le rester toute ma vie dans un appareil ou pas. C'est pas la question. Vous voyez, Christophe, il faut un peu une colonne vertébrale. Moi, les gens qui sont partis, je les ai vus aussi partir de parti en parti parce qu'ils cherchaient des places. C'est pas ma logique, c'est pas mon disque dur. Et après, on peut me critiquer. Je suis critiquable, mais en tous les cas, moi, j'essaie d'agir, j'essaie de faire, et je suis critiquable d'autant parce que j'agis. Ceux qui ne font rien, on peut pas les critiquer parce qu'on sait pas ce qu'ils font. Bon, très bien. La précision est apportée, donc signé Aklim Eluli, donc sur France Maghreb 2, dans cette émission du Grand Forum. Cela dit, alors juste une petite chose avant je voulais interroger Tarek sur le prix Nobel de la paix qui est tombé ce matin. Alors on attendait plutôt des Syriens qui devaient être récompensés, mais pour le coup c'est le président colombien qui a été récompensé pour ses efforts, avec les FARC. Alors d'abord le président colombien qui n'a pas fait la paix, qui a tout fait pour que le référendum ne passe pas, est félicité. J'allais dire Allah yarhamou d'un côté pour Yasser Arafat, mais ils ont fait comme l'année où ils ont donné aux Israéliens et aux Palestiniens un prix dont tout le monde savait hypocritement que le lendemain il va y avoir un Palestinien de tuer, et ça n'a pas manqué. Donc des fois, c'est comme disait Akli tout à l'heure, des fois ils font les choses à raison et on les applaudit, notamment quand ils ont donné le prix à la fameuse jeune yéménite, femme qui se bat dans une société très très dure et avant la guerre, et dans d'autres endroits, et à d'autres personnes. Autant des fois on dirait qu'ils disent attends, on regarde la carte, on regarde les années passées, et ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait un tour en Amérique du Sud. On va aller en Amérique du Sud, et comme disait quelqu'un hier soir à M. Juppé, on va prendre le moins pire de l'Amérique du Sud, et le moins pire aujourd'hui c'est la Colombie. Voilà. Oui, et ce qui est drôle, c'est que je me demande si la veille, à quoi ils ont carburé, parce que pour arriver à ce résultat, il a fallu, à mon avis, qu'ils touchent à des choses que je ne saurais dire sur un truc qu'on trouve régulièrement en Colombie, c'est ça? Ou qu'on trouve à Amsterdam, dans les boutiques ouvertes. Ouais. C'est même légal et autorisé. À mon avis, ils avaient le nez dedans, à mon avis, et pas dans le guidon pour le coup. Bon. Pour arriver à ce résultat. Hein. Non, mais ça nous remet en cause. Non, mais ça remet. Ce que disait Tarek, ça, c'est marrant parce que c'est dommage, parce que c'est quand même un prix important. La paix, c'est quand même ce qui doit définir l'humanité, et que ce prix perde de son sérieux, de sa crédibilité en fonction de ce que vient de dire Tarek et de ce que l'on voit, c'est grave pour notre humanité, quoi, parce que c'est quand même au-delà de ça, c'est le prix Nobel de la paix. Je pense, pour moi, c'est la plus haute distinction qu'il peut y avoir dans une humanité, parce qu'on parle d'économie, d'usine, c'est comme ceux qui sauvent des vies. Je crois que c'est ce qui est la plus haute distinction, et le fait que, parce que Tarek a un peu résumé avec son franc-parler, que ce soit plouf, mon petit paillasson, ce sera toi, voilà, ça montre que il faudrait qu'on revienne un peu plus de sérieux, quoi, dans ce monde. Alors, avant de passer à vos avis tranchés, je voudrais qu'on parle un peu de la situation à Haïti, parce qu'elle est dramatique, une situation qui est la plus dramatique après le passage de l'ouragan. Depuis lundi, donc, le bilan des morts ne cesse de s'alourdir à mesure que l'on approche donc des zones jusque-là inaccessibles. Plus de 400 morts, c'est le chiffre qui évolue d'heure en heure, malheureusement, à Haïti. Haïti qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Haïti, finalement, qui a peut-être ce seul tort de se trouver au mauvais endroit sur cette terre, non? C'est ce qu'on peut se poser comme question au bout d'un moment.
Allez-y, Bouchra, si vous voulez. Non, moi je voulais rebondir sur le président colombien, le prix Nobel. C'est vrai que quand Tarek vous avez cité par rapport à l'Amérique latine, moi je trouve ça dommage parce que juste avant le président colombien, je pense que la personne en Amérique latine qui aurait pu avoir ce prix Nobel, il n'est plus président, mais c'est Pepe José. Oui, tout à fait. Voilà. Qui lui a poussé pour la signature des accords avec les FARC. Je trouve ça extrêmement dommage de pas avoir pensé à lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui l'aurait mérité. Alors Haïti, voilà. La situation dramatique, c'est 400 morts Haïti. Haïti, j'ai l'impression, si j'étais un peu, j'avais un esprit tordu, je pense que Haïti paye dans l'histoire d'avoir eu tout ça en ouverture quand même. Je pense que c'est cette soulevée contre l'esclavagisme, etc. Vous savez que c'est quand même le premier pays, tout ça en ouverture à bouter. J'ai l'impression que on s'acharne. Il n'y a pas que le sort, je crois que tout le monde s'acharne sur la nature, s'acharne sur Haïti, comme si c'était un crime de lèse-majesté. Et d'ailleurs, je pourrais un parallèle. Alors, mais c'est dramatique, c'est-à-dire qu'il y a des villages entiers qui ont complètement été rayés de la carte. Et derrière, les pilleurs qui arrivent pour prendre ce qui reste. C'est ce que je dis. Il y a tout, les pilleurs, il y a tout. Il faut avoir fait un tour à Haïti pour comprendre la misère dans laquelle est ce pays, quoi. C'est le pays, avec Madagascar, le pays le plus pauvre du monde, quoi. Et c'est vrai, et je me demande, des fois, moi je me dis, c'est incroyable, ce pays qui a quand même eu, comme tout ça en ouverture, etc., qui a marqué l'humanité, j'ai l'impression qu'il paye. Et d'ailleurs, des fois, je fais le parallèle souvent avec l'Algérie, où on essaie toujours de lui coller des choses, parce qu'on ne supporte pas, l'Occident, j'ai l'impression qu'il ne supporte pas ces bien-pensants, ceux qui sont soi-disant dépositaires d'universel, alors que l'universel, on en est tous dépositaires, on a tous une part d'universel, puisque justement, c'est de l'universel dont il s'agit. Eh bien, j'ai l'impression qu'il voudrait faire payer un lourd tribut et la nature si même. Et la nature parfois aussi on l'aide, parce qu'il y a quand même des catastrophes qui pourraient être évitées. C'est parce que comme on laisse les arbres déraciner parce qu'ils ont besoin de se chauffer, etc. Haïti ça devient une terre de désolation. Hein. Et donc plus effectivement ces ouragans, mais qui touchent aussi les États-Unis, toutes les côtes du coin, y compris Cuba. Ils sont en alerte. Voilà. Mais eux ils ont des moyens de se protéger mieux. Haïti n'a aucun moyen de protection. Ça montre aussi, c'est aussi ça, c'est l'opinion internationale où n'aide pas beaucoup Haïti. Mais ou alors, attendez, quand tu dis n'aide pas beaucoup Haïti, Akli, je suis désolé, il y a eu énormément d'argent distribué après le tremblement de terre. Il y a quelques années, tu t'en souviens, il y avait quand même une situation dramatique. Où est passé l'argent? Non mais la région de France l'a fait. Attendez, dire où est passé l'argent, ça veut dire là on risque de tomber de Christophe dans le travers en disant on les aide plus parce que les gens veulent l'argent. S'il y a des gens qui veulent l'argent, il faut qu'il y ait des complicités. Moi je dis où sont les complicités, qui laisse faire, parce qu'on sait très bien que c'est pas Haïti qui a la main sur son pays, quoi. Faut qu'on arrête aussi de nous faire croire ce qui n'est pas arrêté. Donc si effectivement il y a eu de l'argent qui a été donné à Haïti n'est jamais arrivé aux Haïtiens, qui sont les responsables de cette situation? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. On se la pose. En fait, et on a déjà des réponses, des pistes, je pense. Un peu des pistes, oui. À Haïti, en fait, on attend tous les ans que la catastrophe arrive. C'est ça. Et il n'y a pas de stratégie de prodiguer pour l'année prochaine. Par exemple, on connaît maintenant pratiquement, même s'il bouge, le chemin essentiel de l'ouragan. Donc si on pouvait laisser le chemin, c'est comme la mémoire de l'eau. Si on laissait la place où l'ouragan passe tout le temps et qu'on construisait à côté et de trucs soit en plus dur, soit en plus souple selon la résistance, on n'aurait pas tous les ans à nous plaindre. Je prends un exemple. Sur la M1000, il y a la République dominicaine d'un côté. Eh bien, regardons les conditions de vie des deux pays. Pardonne-moi de te le dire, mais moi j'y étais 2 fois en République dominicaine et j'irai plus parce que ils considèrent les Haïtiens comme des esclaves. Ils les exploitent. C'est ce que je suis en train de te dire. Les Haïtiens, tu sais que ne les frappe pas. Oui, en plus. On dirait qu'ils les évitent. Voilà. Et vous savez que quand les Haïtiens vont sur les marchés pour acheter des choses, donc des chaussures, etc., ils achètent à bas prix et ils vont essayer de revendre tout cela en République dominicaine. Sauf que la police les arrête, leur retire tout leurs marchandises et c'est la police dominicaine qui les revend elle-même. Et vous savez qui travaille dans les champs sur les routes en plein soleil à 40 degrés, ce sont les Haïtiens. Le sale boulot c'est pour eux. Donc, mais dans les restaurants, dans les hôtels qu'on va, sur lesquels on va, sur les plages, tout ça, ceux qui travaillent comme des esclaves, c'est les Haïtiens, mais tout le monde le sait. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, moi on attend des catastrophes pour verser des larmes de crocodile sur Haïti. Il faut aussi à un moment donné, c'est vrai. Comme sur d'autres. Comme sur beaucoup d'autres. Oui, mais il y a beaucoup d'autres. Donc je trouve que, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la franchise, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Et ça, c'est ce qui devient insupportable. Le cynisme, vous savez, en politique, je suis prêt à tout accepter dans les débats. Il y a une chose que j'ai de plus en plus de mal à accepter, c'est le cynisme.
Bouchra, sur Haïti, une situation que tu as certainement vue comme tout le monde, hein. Oui. 400 morts malheureusement aujourd'hui. Malheureusement, oui. Et puis quand on regarde au niveau des aides humanitaires, c'est toujours des pays comme le Venezuela, comme des petits pays qui viennent en aide justement à Haïti. Et alors que les gros gouvernements, enfin voilà, ne font rien du tout. Enfin, comme disait Atli, c'est vrai qu'on se demande où transite. Il passe dans la bouche du président Hollande qui vient de publier un communiqué à l'instant pour dire le président de la République exprime sa compassion et son soutien. Super. Oui, merci pour lui et sa compassion. Justement, tu parlais qu'on verse des larmes de crocodile, mon cher ami Akli. Toute transition trouvée pour parler d'Alep. Alep, une situation là désespérée pour les 250 000 civils qui vivent dans les quartiers est de la ville syrienne sous le feu des bombes, d'où qu'elles viennent d'ailleurs. Donc depuis plus de 15 jours maintenant, de manière intensive, les réserves de vivres sont quasi réduites à néant, il n'y a plus d'eau potable. Mais les armes neuves rentrent tous les jours. C'est ça. Et on évoque une disparition totale. T'as la réponse, t'arrives à te donner la réponse. On évoque une disparition totale des quartiers, en tout cas c'est le responsable de l'ONU qui le dit, des quartiers donc d'ici la fin de l'année. S'il n'était pas mis fin à l'offensive militaire à la demande de la Russie. Donc sachez qu'aujourd'hui le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence. Aujourd'hui donc la France plaide toujours pour une résolution de cessez-le-feu. Peut-on encore y croire? Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, que vous connaissez, donc était hier à Moscou et est aujourd'hui à Washington. Christophe, je vais essayer d'être calme et modéré. Sois-le. Qui a eu l'idée d'aller armer des gens pour aller déstabiliser le régime de Bachar el-Assad? C'est parce que c'est aussi ça le début de l'histoire. Et que, effectivement, l'armée régulière de Syrie essaye de protéger ça, tout le monde s'y attendait. Ils vont pas mourir en chantant quand même. Il y a un moment donné, c'est pareil. On arme des gens. On l'a vu en Côte d'Ivoire. On sait pas où les gens se sont procurés les armes. On voit bien que les armes arrivent tous les jours. Donc il y a des marchands d'armes qui font leur beurre sur la misère du monde. Moi, je sais pas pourquoi on a été chercher la Syrie. Dans quelle stratégie, il y a des questions quand même à se poser. Gaz et pétrole. Donc à un moment donné, on peut pas continuer à aller déstabiliser des pays et se dire, parce que je prends l'exemple l'Irak, on devait lui apporter la démocratie, je vais laisser tomber la Libye parce que ça aussi c'est le pompon. On devait lui apporter la démocratie, on devait protéger la faible et l'orphelin. Du temps de Saddam Hussein qui était un dictateur, pour qui je n'avais aucune sympathie. Les chrétiens vivaient en paix, ils n'avaient pas de problème. Bizarrement, Daesh, Seraki, j'ai entendu une espèce d'excité du ciboulot qui apportait son soutien à Daesh parce qu'apparemment ça c'est son fonds de commerce. C'est le fonds de commerce de qui? Certainement pas des musulmans, certainement pas des gens de paix, des gens civilisés qui aspirent à vivre. Moi mes parents m'ont toujours appris à respecter les autres, je veux dire, et il faut qu'on arrête tout ça. Et donc moi je veux bien qu'on m'explique qu'aujourd'hui on verse des larmes de crocodile sur Alep, mais Alep c'est la résultante en clair des dérives qu'on a instaurées, parce que qui a été à armer les gens, parce que au départ non mais moi ce qui me tue c'est cette expression. On disait que c'était l'opposition, mais quelle opposition? Qui avait dedans? On connaît en tout cas moi ce qui me tue c'est que les provisions, c'est-à-dire la nourriture, n'arrivent pas. Oui, alors que les armes arrivent. Alors que les armes neuves arrivent et les militaires ou les rebelles entre guillemets arrivent. Alors est-ce qu'il y a des camions, est-ce qu'il y a des trucs de détection ultrasons qui fait que quand il y a la bouffe, le camion ça brille, ça grille quoi, ça brûle. Et quand il y a des armes, il n'y a aucun problème. Donc faut se poser la question. Alors pour être tout à fait complet, pardon Akli, pour être tout à fait complet sur le sujet, tu pourras terminer. On va accueillir Samir aussi du côté du Standard pour en parler. Sachez que un journal allemand rapporte qu'il y a un véritable projet de l'OTAN d'aller s'installer en Syrie afin de bombarder. Le message est clair, de bombarder l'armée syrienne. Et d'en finir une bonne fois pour toutes, apparemment, avec la coalition donc de 14 pays. Donc on est au bord, je crois, enfin c'est mon avis, au début de cette 3e guerre mondiale. J'ai l'impression en tous les cas on fait tout pour, et je sais pas ça c'est sûr à quoi on joue, mais je dis que pour ajouter ce que disait Tarek, moi j'ai vu dans toutes ces guerres, que ce soit en Irak, en Libye, etc. C'est marrant, les frappes sont chirurgicales parce qu'elles touchent jamais les puits de pétrole. Par contre elles touchent tout le reste. La civilisation. Ouais. Samir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Samir, vous nous appelez d'où? Saint-Ouen. De Saint-Ouen, qu'est-ce qui se passe Samir? Saint-Ouen. Alors, je suis désolé déjà pour ma voix, je suis un peu enrhumé, donc je sais pas. Ne vous inquiétez pas, c'est la période. Entendu, d'accord. Je rejoins les propos, je vais être court, hein. Je rejoins les propos en fait du collègue là sur Alep. De ce que en tout cas je peux percevoir, c'est que
on est en train actuellement, actuellement en octobre, voire avant la fin de l'année, ce que tu disais là sur le fait que c'est déterminant. C'est-à-dire que on est à une sorte de phase où soit c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, sans être alarmiste, hein. C'est-à-dire que les États-Unis, l'OTAN et ses alliés sont en train de perdre, parce qu'en fait, plus on nous fait de la propagande mensongère à la télé, et plus c'est le signe en fait qu'on perd pied à Alep, et que le régime d'Assad, qu'on aime ou pas, est en train de récupérer en fait la ville d'Alep grâce aux Russes et grâce aux Iraniens. Et d'ailleurs, les Chinois ont proposé aussi une aide militaire au régime d'Assad. Donc, ce qu'avait dit en fait Assad en 2011, à savoir une sorte de phrase prophétique, les superpuissances sont venues en Syrie se partager, se morceler la Syrie. Au final, quelques années plus tard, c'est-à-dire 5 ans plus tard, c'est la Syrie qui a partagé le monde. C'est-à-dire que d'un côté, on a aujourd'hui deux camps qui sont bien distincts. On a les États-Unis, l'OTAN, je veux dire la France, les régimes wahhabites saoudiens, avec Israël, parce qu'Israël aussi veut sa part du gâteau, le plateau du Golan, et grignoter des terres, parce qu'il y a tout intérêt à ce que la Syrie soit morcelée, parce qu'ils ont trouvé du pétrole au niveau du Golan. Et donc, il y a ces deux camps aujourd'hui qui sont, voilà, l'un en face de l'autre, et deux camps bien distincts. Alors, ce qui va se passer à Alep, c'est les mercenaires. Hein. Moi, je les appelle les mercenaires pas onusiens, mais otanusiens, parce que c'est des gens qui sont... Vous savez qu'on a trouvé, c'est dans 20 minutes, hein. Je fais pas de complotisme, c'est dans 20 minutes, le journal 20 minutes qu'on distribue dans les métros. On a trouvé du Captagon, vous savez la drogue de Daesh, dans les laboratoires de l'OTAN en Bulgarie. Wow. Vous voyez, en Bulgarie. Et à chaque fois, on en apprend. Il y a un lot de surprises tous les jours. Et donc, pour finir et pour te rejoindre, ce qui se passe en fait, c'est que les États-Unis sont en train de perdre la main. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient parce qu'il y avait un monde unipolaire. Aujourd'hui, on est en train de basculer vers un monde multipolaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ça, effectivement. On est en train de basculer vers un monde multipolaire où d'un côté, il va y avoir la Russie, la Chine, les États-Unis, et que les États-Unis ne pourront plus faire ce qu'ils veulent comme ils ont fait en Libye, comme ils ont fait en Irak. Et d'ailleurs, ce qu'ils voulaient faire en Syrie en 5 semaines, comme en Libye, finalement, ça a duré 5 ans. C'est la preuve que c'est un fiasco total pour l'OTAN. Voilà. Merci, Samir, juste 30 secondes. On parlera tout à l'heure de quelque chose de formidable. Et il faut savoir que la première ville du monde que les Américains ont occupée 4 ans après leur indépendance, c'est dans le sud de la Libye. C'est Derna. Suite à une bataille qui s'appelle une bataille de Tripoli. Et le mot Tripoli est dans l'hymne de la marine américaine. On l'entendra tout à l'heure, on le commentera. Ça sera dans le coup de cœur de Tarek. Merci Samir. Parce que, alors, première occupation. Pour ce qui est de l'analyse de Samir, qui est somme toute d'ailleurs assez intéressante. Moi je me souviens il y a quelques temps, Tarek, quand je vous parlais de Troisième Guerre mondiale, vous disiez non, j'y crois pas. Et là, il semble que votre discours est un peu évolué, on va dire. Alors, enfin moi je m'adresse à Tarek là. Non mais juste Tarek va parler, mais juste un élément, Christophe. Il faut quand même savoir que aujourd'hui sont ciblés quand même tous les pays qui étaient anciens alliés des blocs de l'Est ou des non-alliés, etc. Hein. Faut quand même le savoir aussi. Moi, je fais pas de complotisme. Je suis quelqu'un de responsable. Donc, mais en tous les cas, la plupart des pays qui sont ciblés sur lesquels on tape, c'est les anciens entre guillemets alliés des Russes du bloc de l'Est, puisque comme la Russie revient sur la scène internationale, il y a des gens qui essaient de lutter contre la recomposition de ce monde bipolaire ou multipolaire qui est en train de se mettre en place. Tarek, oui. Troisième Guerre mondiale ou pas alors? Non. Vous continuez à dire non. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on se dirige là. Non mais attendez, les Américains, ils vont battre en retraite. Attendez, ils vont prendre les Anglais avec eux et les Français. Il y a Israël et ils ont, je sais pas, 1000 bombes nucléaires, tout ce que vous voulez. Mais de l'autre côté, vous avez la Russie qui est j'allais dire bien équipée. Voilà. À supposer qu'on frappe Moscou, machin. Derrière, vous avez la Chine. Personne ne peut coloniser la Chine aujourd'hui. Vous avez l'Inde. Est-ce qu'il n'apparaît pas dans la presse occidentale? Ce sont les positions de l'Inde et de la Chine qui s'alignent par le marché eurasien, c'est-à-dire celui qui est en Asie, sur la ligne politique de Poutine, non pas par amour pour Poutine, qu'on peut considérer lui aussi comme dictateur, même s'il a été élu 3 ou 4 fois, mais par leur intérêt économique. Et il faut savoir que ces 3 pays, avec l'Iran, ne vendent pas et n'achètent pas le pétrole avec le dollar, mais avec leur propre argent.
Et c'est cette partie-là aussi qui vient de la pression. Et aujourd'hui, en fait, les Américains ont fait le truand du quartier, là, le bandit du quartier, depuis la chute du mur de Berlin, avec un engagement fait à Gorbatchev. L'OTAN n'avancera pas d'1 mètre par rapport à la frontière de l'Allemagne de l'Ouest, puisqu'on va tous vivre ensemble. Aujourd'hui, l'OTAN est à 58 km de la frontière russe, d'où la guerre en Ukraine et tout ça. Et donc, les Américains sont gentils et ils nous disent, vous faites des élections comme en Palestine avec la Hamas, mais à condition que ce soit mon copain à moi qui gagne. Ouais, forcément. On se met d'accord pour tout faire, mais à condition que vous exécutez comme tout ce que je dis, comme avec Abbas, pas comme avec Arafat qui refuse. Donc la règle du jeu, c'est je suis le bandit, je fais ce que je veux, sauf qu'aujourd'hui il y a un nouveau bandit, plus salopard qu'eux, plus voyou qu'eux, qui se mettent, qui se dressent. Et il faut toujours rappeler que les Américains, 4 ans après la bataille, ont commencé à ouvrir des guerres dans le monde, et que pour construire un pays, ils ont commencé par exterminer un peuple. Alors si c'est celui-là le modèle de l'humanité, on en a connu d'autres. Bouchra, un petit mot sur la situation d'Alep avant qu'on passe à vos différents avis, points de vue, avis tranchés. J'ai juste à dire que c'est quand même une situation assez critique. Moi, je pense simplement à la population qui se trouve encore là-bas et qui est en grande souffrance. Et je sais pas, je pense pas à une 3e guerre mondiale, mais c'est vrai que s'il se passe rien d'ici là, quelques mois, ça peut être vraiment une catastrophe. Et sur le plan ponctuel, là, cet après-midi, il y a l'armée syrienne qui a encore grignoté un nouveau quartier. Et regardez la carte. En fait, vous avez une espèce d'appendice à l'intérieur de la ville de Alep. Le seul avantage qu'ont aujourd'hui les rebelles, c'est qu'ils tiennent la partie dans laquelle il y a, les stations hydrauliques de distribution de l'eau dans toute la ville d'Alep, qu'ils ont coupé depuis 3 jours pour les uns et pour les autres. Comme même donc l'envoyé international, M. de Mistral, propose lui-même d'aller rentrer dans la ville d'Alep pour faire sortir ces rebelles, pour que la chose se termine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, ils sont dans le fond de l'impasse et il n'y a pas de solution. Dans un instant, Akli, Tarek et Bouchra sont avec nous sur France Maghreb 2. On va découvrir ensemble et avec vous leurs différents avis. Alors, Tarek va nous parler des élections au Maroc. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est les élections au Maroc. Tout à fait, législatives. On va en parler, parce que Akli n'a pas eu le cran d'en parler. Il se dit, c'est pas mon rôle. Non, moi c'est mon rôle, avec un titre, heureux, malheureux, les élections législatives aujourd'hui. À suivre, donc, juste après ça. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Akli Melouli, adjoint maire de la ville de Bonneuil, avec Bouchra la Baronne, avec Tarek Mami qui sont avec nous aujourd'hui pour ce grand forum. Avant de passer aux différents avis tranchés, on va accueillir Sofiane qui souhaite apporter son éclairage sur la situation syrienne. Sofiane, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Mami, bonsoir Akli, bonsoir Nasser. Voilà. Moi, je voulais juste, pour ne pas se répéter et aller dans le même sens que ce qui a été dit, il y a un élément très important à rappeler, c'est l'accord qui a été signé entre la Russie et les États-Unis, et que les États-Unis n'arrivent absolument pas à l'appliquer. C'est quoi cet accord sur la ville de Halep? C'est de séparer Al-Nusra, qui est une organisation terroriste qui a fait une allégeance à Al-Qaïda et qu'on nous a bassiné depuis 15 ans qu'on combattait cette Qaïda. Et les États-Unis, ils se sont engagés à séparer les groupes modérés des groupes terroristes, à savoir. Mais ils n'arrivent pas depuis des mois et des mois. C'est pour ça que la bataille de Halab a été enclenchée, parce que l'incapacité ou la déclaration des autres groupes disant qu'ils faisaient partie avec Al-Nusra. Et là, les États-Unis sont en train de dire, et là, dernièrement, le New York Times, il a rapporté une discussion entre John Kerry et les leaders de l'armée syrienne ou du groupe d'opposition, disant que vous allez être battus si vous n'abdiquez pas et vous n'appliquez pas l'accord qui a été signé, c'est-à-dire de négocier, de vous séparer d'Al-Nusra. Mais vu que c'est des groupes qui sont financés toujours par les mêmes, à savoir le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie, et c'est impossible que se détachent d'Al-Nusra parce qu'ils savent que leur sort, il est vraiment, ils allaient être zigouillés tôt ou tard. Voilà, moi ce que je voulais dire juste ça, c'est la bataille de Halab qui elle est remportée aujourd'hui. Le programme de division de la Syrie va tomber à l'eau. Parce que, voilà, mais après, pour une 3e guerre, une intervention directe des États-Unis, je ne le pense pas, mais on n'est pas à l'abri d'une manœuvre des néoconservateurs qui gangrènent le Pentagone et qui veulent absolument cette 3e guerre. Merci Sofiane. El-Nusra, Tarek, c'est pas lui qui faisait du bon boulot en Syrie, selon Fabius? El-Nusra, pour moi, c'est Al-Qaïda, ouais, autorisé à s'installer en Syrie
est interdite partout dans le monde. Et c'est celle-là dont notre ancien ministre des Affaires étrangères qui a trouvé d'ailleurs une bonne planque. Oui, disait qu'elle fait du bon boulot. Donc vous avez bien compris, chers auditrices, chers auditeurs, Al-Qaïda fait du bon boulot quand il s'agit d'actionner ce qu'elle fait, pour ne pas utiliser de gros mots, en Syrie. Et l'Al-Qaïda doit être poursuivie partout dans le monde, sauf dans le territoire syrien. Alors c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Allez, c'est parti pour les avis tranchés. Alors piétinez-moi, allez-y. Je serais quand même pour, je pense que messieurs vous ne pouvez pas me contredire, faire commencer Bouchra par galanterie d'abord, et pour changer un peu de sujet, parce qu'elle souhaite nous parler d'une journée qui aura lieu mardi prochain, Bouchra. Oui, effectivement. Sarkozy, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes dans l'islam, tout le monde le sait. Donc pourquoi on va le laisser la parole la première? Parce que vous êtes galant, mon cher ami Tarek, je vous connais. On va se fâcher. Bouchra va se fâcher direct. Allez Bouchra, à toi de jouer. Oui, effectivement, mardi prochain, mardi 11 octobre, c'est la journée justement internationale des filles. Donc le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 11 octobre justement journée mondiale des filles afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. Cette année, à l'occasion de la 4e édition de la journée internationale des filles, il y a un mouvement planétaire en faveur d'un monde sans discrimination à l'égard des filles et des jeunes femmes. Pour les droits fondamentaux des filles, combattre les inégalités de genre et les différentes formes de discrimination et d'abus, ainsi que l'esclavage moderne sous toutes ses formes dont souffrent les filles dans le monde entier. Les adolescentes forment un groupe démographique particulièrement vulnérable et sont confrontées à des obstacles sur le plan social, économique et politique. Alors qu'elles ont le potentiel de devenir les leaders de demain et les actrices du changement, leur autonomisation se heurte parfois à des facteurs tels que les grossesses non désirées, les mariages précoces et forcés, la violence basée sur le genre et un accès limité à l'éducation supérieure et aux services de santé. Je voudrais vous faire un petit point sur des chiffres qui ont quand même leur importance et là vous pouvez constater qu'il y a une grosse anomalie, un gros dysfonctionnement au niveau mondial. C'est qu'à l'échelle planétaire, plus de 700 millions de femmes ont été mariées alors qu'elles étaient encore enfants, donc c'est-à-dire moins de 18 ans. Plus d'une sur 3, soit quelques 250 millions, a été mariée avant l'âge de 15 ans. Souvent, les enfants mariés ne sont pas en mesure de refuser les rapports sexuels non protégés, ce qui les expose aux infections sexuellement transmissibles et aux grossesses non désirées. Toutes les 10 minutes, quelque part dans le monde, une adolescente décède des suites de violences. Dans les situations d'urgence, les adolescentes sont particulièrement exposées à la violence sexuelle et dans certains cas, elles sont enlevées et exploitées à des fins sexuelles par des groupes armés. Presque la moitié des adolescentes dans le monde âgées de 15 à 19 ans, soit 44%, pensent qu'il est normal, dans certaines circonstances, qu'un conjoint ou un partenaire use de violences physiques à l'encontre de son épouse ou partenaire. 133 millions de filles et de femmes ont subi des mutilations génitales féminines dans les 29 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, où ces pratiques néfastes sont les plus courantes. Et l'impact, c'est qu'il y a un grave traumatisme psychologique et physique, des risques pour leur santé, dont des compléments en matière de santé sexuelle et de la procréation et le risque de mourir d'une perte de sang excessive ou d'une septicémie. Malheureusement, les drames se succèdent les uns après les autres dans le monde. Une Pakistanaise lapidée pour un mariage d'amour par sa propre famille. Une Soudanaise enceinte condamnée à mort pour ne pas avoir respecté la religion de son père. 2 Indiennes retrouvées pendues après avoir été violées. Sans oublier les 233 Nigérianes kidnappées par la secte Boko Haram, promises à l'esclavagisme et au mariage forcé. Le constat est là. La barbarie faite aux filles se poursuit normalement autour du globe. Souvent, elles sont les premières victimes des conflits, livrées à la pauvreté et à la violence. Nous avons passé en revue les données de l'ONU, l'Amnesty International et de la Banque mondiale pour pointer du doigt les pays qui réservent le plus de souffrance aux femmes. Le Pakistan, champion des crimes d'honneur, où Farzana Parvin, jeune Pakistanaise de 25 ans, enceinte, qui a été lapidée à coups de briques par son père et 30 frères, cousins, oncles, pour avoir épousé un homme qui ne l'approuvait pas. En toute impunité, d'après les fonds des Nations Unies, pour la population, près de 5000 femmes seraient victimes de crimes d'honneur chaque année. La Fédération internationale pour les droits de l'homme estime qu'entre 1200 et 1800 meurtres de ce type sont commis au Pakistan. Au Soudan, un record des libertés bafouées. Au pays de Meriem, condamnées à mort pour avoir épousé un chrétien, les femmes sont des sous-humains.
près de 88% des femmes et des filles ont été mutilées. Elles ne peuvent pas demander de passeport seules, ni voyager, ni sortir de chez elles, ni choisir leur logement, leur travail aussi librement que les hommes. L'Arabie Saoudite n'en est pas loin. Mais si la situation évolue, malgré l'interdiction de conduire, elles sont chaque jour plus nombreuses à travailler. En Guinée, les femmes esclaves sexuelles. Les femmes ne disposent pas de leur corps en Guinée. Près de 63% ont été mariées alors qu'elles n'étaient pas encore adolescentes. Les Guinéennes sont les femmes à subir le plus de maternité précoce dans le monde avec les Nigériennes et les Maliennes, dont les 3/4 attestent ne pouvoir refuser un rapport sexuel avec leur partenaire. Les pays voisins comme l'Érythrée, la Sierra Leone affichent des chiffres du même ordre. La fréquence des conflits dans ces zones ne font qu'aggraver la situation des femmes, premières victimes des guerres. 98% des Somaliennes ont été excisées. En Somalie, toutes mutilées. Elles ne sont que 2% de femmes à avoir échappé au rasoir leur lacérant le sexe. En Somalie, l'excision est un geste banal. Pourtant, c'est en Égypte qu'elles sont les plus nombreuses, c'est-à-dire 27,2 millions. L'ONU estime à 130 millions le nombre de femmes dont on a coupé le clitoris ou cousu les lèvres pour que leur futur mari soit assuré de leur virginité. En Inde, le viol n'est pas un crime. L'ONU a qualifié le viol de problème national en Inde. Là-bas, le viol conjugal n'est pas un crime et 94% des policiers trouvent normal qu'un homme puisse avoir des rapports avec sa femme sans son consentement. D'après une étude, près de 20 737 viols ont été signalés en 2007. On ose à peine à calculer ceux qui ont été tués. 1 an et demi après la vague de protestations massives qui avait suivi la mort d'une jeune femme violée dans un bus à New Delhi, l'Inde n'a pas changé grand-chose. 2 cousines ont été retrouvées pendues en mai dans un village de l'Uttar Pradesh après avoir été violées. Le viol est aussi une arme de guerre massive. Lors du génocide rwandais de 1994, entre 250 000 et 500 000 femmes ont été abusées. En République démocratique du Congo, on estime leur nombre à 1100 chaque jour. Selon la Banque mondiale, une femme sur 5 serait victime de viol ou d'une tentative de viol au cours de sa vie. Les adolescentes ont le droit à une vie sûre, en bonne santé et à une éducation, non seulement au cours de leurs années formatrices critiques, mais aussi une fois devenues femmes. Si les filles sont accompagnées durant leur adolescence, elles ont le potentiel de changer le monde. Travailleuses de demain, mères, entrepreneuses, chefs de famille et dirigeantes politiques, investir dans la réalisation équitable et plus prospère. Un avenir dans lequel elles auront la part égale à la moitié de l'humanité afin de résoudre les crises liées aux problèmes de changement climatique, des conflits politiques, de la croissance économique, de la prévention, des maladies et de la viabilité mondiale. Les investissements restent insuffisants pour relever les défis auxquels les filles sont confrontées quand elles entrent dans la 2e décennie de leur vie. Tous les organismes des Nations Unies, États membres, organisations de la société civile et acteurs de secteurs privés sont appelés à unir leurs forces et à réaffirmer leur engagement à mettre fin au fléau de la violence à l'égard des adolescentes et promouvoir leur autonomisation par un investissement afin de les doter de compétences, de leur donner confiance et leur offrir des choix par le biais de la famille, de l'école, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et système de soutien social, économique et sanitaire. L'accessibilité des infrastructures, des services et des technologies. L'intégralité dans la vie civique, économique et politique. Un travail constant pour rendre la violence contre les filles et les femmes visible et inacceptable à la fois dans le domaine privé et public. Et le renforcement des données en ce qui concerne l'autonomisation et la violence à l'égard des adolescentes. Voilà. Et je voulais juste faire un petit rappel par rapport à notre sainte religion, que quand même c'est l'une des œuvres parmi de nombreuses autres en islam, qui est de prendre soin des filles, pouvoir leur donner, pourvoir leurs besoins et veiller à leur intérêt. Cette œuvre prouve l'importance que notre religion islamique accorde à la femme. L'islam honore la femme, la préserve, la protège et promet une récompense de cette ampleur à celui qui se montre bienveillant envers elle. Et je voudrais juste faire un petit rappel avec un petit hadith du prophète élu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith rapporté par la mère des croyants Aïcha, celui qui a eu la responsabilité d'élever des filles et qui a bien agi envers elles, alors ces filles seront pour lui un bouclier le protégeant du feu de l'enfer. Des chiffres alarmants quand même, messieurs. Oui. C'est vrai que là... Une prise de conscience. Voilà, à l'occasion donc de cette journée qui aura lieu le 11 octobre prochain. Voilà. Oui. Qui d'ailleurs, soit dit en passant, sera le jour de Ashura.
Voilà, et donc il y a plein d'événements de partout, niveau national et mondial, et donc voilà, à voir sur de toute façon sur les réseaux sociaux, il y a plein avec le plan international aussi, il y a des marches, il y a énormément de choses qui sont avec l'ONU. Mais moi juste, c'est vrai que juste parce que c'est contrairement c'est un combat universel, et c'est aussi c'est pour ça que moi pendant longtemps au cabinet de Dijon j'ai suivi ces questions-là d'égalité. C'est comme les violences faites aux femmes ou la journée du 24 novembre, c'est comme je pense que il faut aussi que on arrive dans notre société à regarder l'autre différemment, parce qu'on parle souvent d'égalité mais elle est jamais réelle, et donc là ce combat et c'est important parce que souvent on a l'impression, et surtout aujourd'hui dans notre société on est de plus en plus ça va mal, plus les femmes trinquent, les enfants, c'est-à-dire que les plus faibles ou les plus démunis, je dis pas que les femmes sont faibles, j'englobe ça dans les parties fragiles parce que on est quand même des sociétés patriarcales et qui sont difficiles et dures, et donc je pense, et c'est pour ça que c'est bien qu'elle ait cité effectivement des hadiths après sur les musulmans, parce que souvent on pense que c'est que les musulmans. Non, malheureusement ça ne concerne pas, malheureusement, bien heureusement, comme disait mon ami Tarak sur des choses, ça ne concerne pas que les musulmans, ça ne concerne tous, et ça ne concerne pas que les pauvres, parce que souvent les gens pensent que chez un truc, ça concerne y compris les cols blancs et les gens qui habitent dans le 16e, etc. Les violences faites aux femmes, le sexisme et tout ça n'est malheureusement pas que l'apanage de certains, et je dirais que c'est un combat universel qu'il faut mener, et donc moi dans tous les cas je suis solidaire de ce combat, parce que maintenant je suis père et j'ai 2 filles, donc mais déjà avant c'est quand même un combat qui nous permet de montrer notre humanisme. L'humanisme n'est pas géométrie variable. Tarek, une petite réaction sur ces chiffres, moi qui m'ont un petit peu choquant, je vous le cache pas, voilà, qui m'ont choqué. Moi, la seule chose que je dis quand je vois ça, je pose toujours une question dans laquelle la moitié de la réponse, je suis sûr de cette bonne réponse, l'autre moitié ça dépend. C'est quand vous voyez quelqu'un qui est violent avec une femme en général, dites-lui quelle serait votre réaction si vous voyez quelqu'un en train de frapper votre mère, y compris votre père. Et là, en général, personne n'accepte qu'on tape sa mère. Et la deuxième partie, et si on frappe ta fille. Alors, frappe ta fille, il y en a qui réagissent, il y en a qui réagissent pas. Mais en tout cas, personne n'accepte d'être présent devant quelqu'un qui va frapper sa mère. Alors, il dit, considère toutes ces femmes comme ta mère, et peut-être que tu auras un minimum de pédagogie et un minimum de questionnement sur toi-même. Tu veux pas qu'on frappe ta mère, alors ne frappe pas la mère des autres, même si elles sont encore jeunes filles, elles seront peut-être un jour une mère. Alors, on va changer littéralement de sujet avec Monsieur Akli, qui nous propose donc son avis tranché. On t'écoute. Alors c'est pas un avis tranché, c'est un point de vue. Commence par mixer les chroniques de l'émission. Hein. C'est l'avis tranché, un point voilà. C'est tout. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui on va avoir, on le voit à la dérive, on a un débat qui est en train de se tronquer sur l'identité. Mais là où c'est tronqué, c'est quand on rajoute national. L'identité, on sait ce que c'est. National, on sait pas ce que c'est. Vous savez, les patriotes, c'est ceux qui sont à part de ça. Et les nationalistes, c'est ceux qui ont la haine des autres et qui rejettent les autres. Donc, faut faire, quand on additionne identité et nationale, ça va pas ensemble. Parce que l'identité, c'est comme l'ADN, c'est unique. Chaque individu est unique. Donc, quand on dit national, ça voudrait dire qu'il y aurait une identité nationale. C'est-à-dire qu'il y aurait une uniformité dans le débat. Et donc, par exemple, derrière, on rajoute les Gaulois. Les Gaulois, enfin, la France n'est pas gauloise. Ou alors, je parle pas des cigarettes, hein. Ou alors, elle serait partie en fumée là pour les cigarettes. Mais donc la question aujourd'hui qui est posée, c'est que on voit bien qu'en France il y a effectivement la France, c'est construit comment? Par des apports, c'est-à-dire qu'au début on a récupéré Nice, qui n'était pas à nous, l'Alsace, à la fin moi je parlais avant les autres, la Lorraine. On voit bien qu'il y a les Bretons ne sont pas gaulois, ils sont les Basques ne sont pas gaulois, les Corses, les Catalans. Et aussi quand on voudrait parler de ça, ça veut dire qu'on aurait une France blanche, chrétienne, etc. La référence chrétienne sur l'identité pose un réel problème dans la République, puisque la loi de 1905 a tranché ça, à mon sens, parce que c'est ceux-là qui vont aussi rebondir sur la laïcité pour stigmatiser les autres. Si la loi a tranché ça en 1905, la République française n'est ni la République, les valeurs à laquelle on adhère, n'est ni chrétienne, ni musulmane, ni juive, ni qui que ce soit. Elle est laïque. Elle les reconnaît toutes, n'en favorise aucune. Elle reconnaît le fort religieux, ne reconnaît pas le prosélytisme. Donc vous voyez que ce débat sur l'identité est un débat pervers. Ça veut dire que, et maintenant, on peut parler aussi des Antilles. Les Antilles, alors elles sont quoi?
puisque c'est là, si on était sur la peau blanche, parce que c'est ce qu'il essaie de dire. En réalité, il essaye de poser un débat qui n'est pas un débat, qui est un leurre, et qui forcément, en voulant y répondre, nous entraîne dans le show-strap, et nous entraîne dans ce fossé, puisque on était ce matin on parle de fossé, dans le fossé culturel, qui fait que, il renie même, c'est un reniement même de ce qu'est la France, de ce qu'est même les principes fondateurs des pères de la République. Il renie même les principes fondateurs de la laïcité. Donc vous voyez, il faut au contraire, plutôt que de répondre sur l'identité en disant oui mais moi je suis d'origine, c'est pas la question. On est sur des valeurs. La République c'est une constitution. Est-ce qu'il faut revenir? La constitution n'a pas d'ADN identitaire au sens où Sarkozy voudrait l'entendre ou d'autres qui le prennent et les feront. Et donc on voit bien. Et donc c'est tout ce débat qui est en train de s'installer sur l'identité, parce que les identités, vous savez, elles sont en mouvement. Moi, mon identité, elle s'est construite, par exemple, on confond aussi identité et culture. Les gens me disent, t'as une double culture. Je n'ai pas de double culture. Je suis binational. Mais je n'ai pas de double culture. Je n'ai qu'une culture. Nous avons tous qu'une culture où les gens se sont agrégés. C'est-à-dire qu'on est un autre truc, il y a des agrégats qui font que tout ça compose une culture. Il y a c'est l'acquis et l'inné. J'ai l'inné et j'ai l'acquis. Et tout ça fait composer, en cheminant, m'a construit une culture. Et donc, comme ça a construit mon identité. Mon identité, elle n'est pas celle, les identités, en avançant, elles évoluent. Elle s'agrège. C'est-à-dire que moi-même, aujourd'hui, le fait de penser français, le fait d'être évangélique du Canada, tout ça a eu une chose. Par contre, j'ai toujours la même ADN. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, on instaure et on pose des faux débats. Je voulais réagir là-dessus parce que je pense que ce débat va être celui de la présidentielle pour occulter les vrais débats de fond qui sont le vivre ensemble, l'emploi, voilà. Quand les gens n'ont pas de projet, ils essaient de creuser des fossés culturels pour diviser les Français et faire des parts de marché. C'est un peu comme les segments. On sait qu'il y a un segment qui est réactif à la haine de l'autre et on essaye de fédérer ce segment. Comme de toute façon, les nôtres ne vont pas voter, donc ils se disent qu'ils prennent pas de risque. C'est pour ça que souvent, je viens le dire ici, quel que soit le candidat, Christophe, je le redis, je ne fais pas de prosélytisme, c'est pas mon style. En tous les cas, j'invite les gens des quartiers populaires à prendre leur carte d'électeur parce que là, ça va être leur identité. Leur ADN, c'est de leur dire, moi, la France, je l'aime, mais pas ta France à toi. Pas celle, comme disait une chanteuse, pas celle qui renie les autres, pas celle qui met l'autre au banc de la société, pas celle qui rejette, pas celle qui agresse, pas celle qui d'ailleurs est à la roue des États-Unis, pas celle qui est, voilà, je veux une France qui soit juste, une France qui entre l'Arabie Saoudite et l'Iran est au milieu pour essayer de défendre les intérêts de la France, mais aussi la justice et les valeurs de la République, les droits de l'homme, etc. Entre les États-Unis et la Russie, une France qui reste au milieu, comme le disait Arnaud, pour défendre les choses. Je veux qu'effectivement, Israël parle de sa sécurité, oui, mais en contrepartie, il doit y avoir un État palestinien viable. Et donc voilà, c'est cette France-là qu'on veut, cette France qui retrouve ses vraies valeurs. Et l'identité de la France, c'est ça l'identité de la France. C'est la justice sociale, c'est les droits de l'homme, c'est les lumières, c'est ça l'identité de la France. C'est pas la haine que certains voudraient nous faire déverser. Merci beaucoup Akli sur ton avis tranché sur l'identité. Mustapha qui souhaite réagir lui à ce qu'a dit tout à l'heure Bouchra. Ouais. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir Bouchra, bonsoir tout le monde, amis et tous les invités bien sûr. Bonsoir. Pas tous les noms. Tarek, Mami et Akli Melouli. Et Akli, ok, bonsoir tout le monde. Alors, je voudrais réagir, oui, sur le résumé de l'ONU que Bouchra nous a dit. Donc, en fait, moi, déjà, comme c'est un rapport de l'ONU et de la Banque mondiale, on sait ce que ces gens sont capables de faire dans certains pays. On a vu ça en Syrie, en Égypte, partout, en Libye. Et depuis, je comprends pas ce rapport-là, il cite pas l'Espagne. Alors que l'Espagne, c'est l'un des pays où il y a plus de violence faite aux femmes. Là, on parlait c'est quand même bizarre, on cite que des pays musulmans, on cite que les femmes qui sont maltraitées. En Afrique, je rappelle qu'il y a des enfants de 10 ans, 12 ans qui sont lapidés à mort parce qu'ils ont volé une baguette ou n'importe quoi. Donc les rapports de l'ONU, moi c'est juste pour dire qu'il ne faut pas trop tenir compte des rapports de l'ONU et de la Banque mondiale. Voilà. Le meilleur rapport, c'est d'aller voir sur place et de faire une enquête sur place. Voilà, merci Mustapha. Merci Mustapha pour ton avis. Oui, Bouchra. Alors Mustapha, c'est pas des chiffres sur les violences faites aux femmes. Et donc je reviendrai là-dessus parce que je suis très calée à ce niveau-là, donc parce que c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours, donc je lutte contre les violences faites aux femmes. Là, la parenthèse sur la journée mondiale des filles, effectivement les chiffres, voilà. Là, les pays qui ont été cités, c'était les 5 premiers
Donc il n'y avait pas, autrement là, il me fallait 2 heures pour pouvoir tous les citer. J'ai donné quelques exemples. Je suis d'accord avec toi, Bouchra. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que le rapport, il vient de l'ONU et de la Banque mondiale. C'est ça qui me gêne surtout. Et moi, ces gens-là, franchement, je leur fais pas confiance. Donc c'est un rapport que j'ai tapé moi-même. Hein. J'ai été récupérer des chiffres un petit peu de partout, sur la FNARS aussi également. Donc du coup, on retrouve à chaque fois les mêmes chiffres. Et en parlant de l'Espagne ou des pays européens, bien sûr, qui sont aussi cités. Voilà, je les ai pas cités là, mais il n'y a pas que des pays musulmans. Que j'ai cité, donc du coup faut-il le rappeler. Merci beaucoup en tout cas Mustapha pour votre avis. Je tiens à le dire, et comme Akli disait tout à l'heure et comme l'a dit Tarek la dernière fois par rapport justement à l'islam et qu'on pense toujours que justement les femmes qui sont victimes et les jeunes filles qui sont victimes de toutes ces violences font partie d'une pseudo-communauté ou d'une religion particulière, je dis que non, hein, parce que je travaille dans une grosse structure et qui fait partie de la Fédération nationale Solidarité Femmes, et je peux vous dire que moi, tous les jours, les femmes que je vois ne sont pas musulmanes, forcément, donc c'est un petit pourcentage, donc voilà. Alors sur l'identité, Tarek, ça t'a fait réagir sur la vie de notre ami Akli? Bah oui, moi j'adore les mots de la langue française, ouais. et j'adore l'histoire. C'est la déformation perso et professionnelle. D'abord... Bien près du micro, Tarek. D'abord, si on parle de la France, chrétienne, disait Akli, donc la fille est née de l'église, donc elle est berbère forcément. Puisque le chef des chrétiens qui a écrit tout ça, c'est Saint Augustin. Si c'est Saint Augustin, donc elle n'est pas gauloise, elle est gauloise, je sais pas quoi, en mythe, mais elle est gaulo-berbéro. Religieusement, elle est plutôt berbère. Faut rendre à César. Saint-Augustin, ce qui a passé à Saint-Augustin. Oui, mais donc à César. Parce que l'avait été au Sénat. La deuxième chose, tu as dit, cher Akli, blanc aux yeux bleus. Oui. Mais je te rappelle que l'humanité est née en Afrique et en Éthiopie, et tout le monde était noir au départ. Et c'est l'adaptation à la pigmentation, comme dit Ibn Khaldoun, au soleil, au froid, qui fait qu'ils sont devenus blonds. Donc t'as déjà 2 points d'entrée, quoi. Elle n'est ni gauloise, ni blanche. Aux yeux bleus. Ni chrétienne. Faut qu'il apprenne. Et la troisième chose, parce que c'est des mots qui me viennent, moi, souvent. Là, je sursaute chaque fois que j'entends quelqu'un dire le voile islamique. En fait, c'est pas un voile, c'est un foulard. Vous prenez votre dictionnaire, vous tapez voile, et vous voyez quelque chose qui voile, c'est-à-dire qui empêche de voir de part et d'autre. C'est eux qui ont le voile, oui, c'est voilà, sûr. ils ont le voile devant les yeux. Et donc, aujourd'hui, moi, quand quelqu'un me dit voile, je dis où tu vois le voile? On voit la personne. On peut dire le hijab? D'ailleurs, la dernière fois, quelqu'un a dit j'ai fait le tour de France à la voile, Sarkozy a dit arrêtez-le tout de suite. et la dernière, c'est l'utilisation des mots islamistes. Ouais. Alors qu'on veut dire musulman, parce que depuis le XVIIIe siècle, on a créé le mot islamisme au XVIIIe siècle, c'était pour faire comme christianisme et comme judaïsme, donc c'était dans un sens universitaire. Ah, c'est dur à dire, judaïsme. C'était dans le sens universitaire. Aujourd'hui, si on dit islamiste, vous rajoutez tout de suite terroriste dans la tête des gens. En fait, tout ce qui se termine par isme n'est pas forcément, enfin, c'est de la peine de la négation, non? À la fin, le communisme, c'était comme ça aussi. Oui. Et donc, le socialisme. Et l'avenir de l'humanité. Ouais. Les républicanismes. Oui, voilà. Si tant est qu'il en reste. Voilà. Si tant est qu'il en reste des républicanistes. Donc, en tout cas, voilà Sarkozy en a fait un parti. Ah, il paraît. Dans un instant, Tarek, on va parler avec vous. C'est très intéressant. On attend ce moment aussi des élections législatives au Maroc, parce qu'il y a quand même un enjeu important au travers de ces élections. Il y en a 2. Ouais. Ah oui, voire plusieurs enjeux, de multiples conséquences d'ailleurs. On y revient dans un instant. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec Akli Melouli, Bouchra la Baronne et Tarek Mami aujourd'hui. Avant que nous abordions avec Tarek dans son avis tranché, point de vue, on va lui faire plaisir. Hein. Parti pris, oui. Vous m'expliquerez la différence d'ailleurs entre un parti pris et un avis tranché. Tout à fait. Ouais. Akli souhaitait rajouter un petit truc par rapport au débat qu'il a eu. Enfin. Donc, pour finir, parce que ce que disait, je relève sur le Tarek par rapport à ce qu'on a apporté. Donc, en fin de compte, c'est juste une vulgaire manœuvre pour essayer d'exclure ceux qui ne seraient soi-disant pas héritiers de la civilisation judéo-chrétienne. Et donc, il faut quand même pas oublier, comme le disait Tarek, a déjà cité des éléments, ce que nous avons apporté à cette civilisation, à l'humanité. C'est-à-dire qu'effectivement, il a cité Saint Augustin, mais on peut parler aussi de Tertullien. Et moi, je disais 3 pages
papes, Tarek me dit 4. Donc il y a eu 4 papes berbères quand même qui ont apporté à cette civilisation. Donc je suis désolé si on veut nous exclure à d'autres, mais pas à nous. Voilà. Alors, Tarek, on va parler des élections marocaines qui ont lieu donc aujourd'hui, et vous allez nous exposer votre point de vue. Mon parti pris. Il insiste. Ouais. Donc, au Maroc, il y a aujourd'hui les élections législatives, ce vendredi 7 octobre 2017. Et moi, la question que je me pose quand je regarde ces élections, je me pose la question, est-ce qu'on peut être heureux ou malheureux en regardant ces élections? Un duel et un face-à-face entre les islamistes de PJD aux affaires depuis 2011 au Maroc et les modernistes de l'autre parti, le PAM, soutenu par le palais, dit-on, le tout sous le regard triste des MRE, les Marocains résidant à l'étranger, laissés pour compte de ces élections, après avoir participé et soutenu massivement le référendum pour la nouvelle constitution soumise au vote par le peuple, pour le peuple marocain, par le roi M6, on s'écoute, par le roi M6, comme l'appellent affectueusement donc les Marocains. On ne peut qu'être heureux lorsque nous voyons ce que l'on appelle maintenant partout dans le monde la démocratie, c'est-à-dire le passage par des élections à échéance régulière pour choisir le président et les partis qui vont diriger un pays pendant un mandat dont la durée est fixée par la loi et limitée à un certain nombre d'années connues à l'avance par tous. Dans les royaumes, comme la Grande-Bretagne et le Maroc, le mandat du roi, désigné à vie à partir de son arrivée au pouvoir, n'est pas en cause. Dans ces royaumes, l'exercice de la démocratie descend donc d'un étage et concerne l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Les élections législatives marocaines de ce week-end sont les secondes depuis 2011 et le fameux printemps arabe, qui s'est entre nous révélé plutôt un automne tourmenté ou un hiver glacial, et c'est une très bonne chose pour le Maroc. Les Marocains, pour le Maroc, pour les Marocains et pour le Maghreb, voire pour le monde arabe et musulman. Puisque la population marocaine vit aujourd'hui au diapason du monde et des réseaux sociaux, car comment comprendre que des pays qui regardent les autres peuples choisir leurs dirigeants, en général tous les 5 ans, et voir des alternances au pouvoir de partis politiques, du personnel politique, et quelquefois même d'idéologies et de visions politiques différentes, alors que ça ne se passerait pas chez nous, chez eux, au Maroc. Nous ne pouvons donc dans ce cas que féliciter le Maroc et se féliciter de ce qui se passe au Maroc en disant, après la Tunisie ou en parallèle de la trajectoire de la Tunisie depuis 2011, le Maghreb et le départ de Ben Ali, en faisant le vœu que cette démarche atteigne dorénavant tous les pays du Maghreb. Parce que est-il normal que quelqu'un dans ces pays, quand il vit 30 ans, ne connaisse qu'un seul chef et un seul parti, et s'il a la chance de vivre 60 ans, n'en connaît que 2 peut-être. Une fois notre bonheur de voir ce Maroc progresser dans sa démocratie, c'est-à-dire encore une fois la possibilité de l'alternance des visions du monde, il faut rappeler que le parti PJD, aujourd'hui au pouvoir, est le dernier parti à logiciel religieux qui reste au pouvoir dans le monde, puisque le parti des frères musulmans du président Morsi en Égypte a été dissous et que le parti Ennahda en Tunisie a perdu les dernières élections. À ce tableau heureux, il faut ajouter un bémol. C'est celui du sort de ces élections législatives pour les MRE, les Marocains résidant à l'étranger et les Marocains du monde. Les Marocains résidant à l'étranger et inscrits sur les listes électorales peuvent officiellement et ont la possibilité de prétendre participer à ce scrutin de 7 octobre aujourd'hui, mais cette possibilité fait d'eux, à notre sens, comme d'autres, des Marocains de 2e degré, et comme on le dit souvent ici en France, ces Marocains sont à mon sens des Marocains à part et non pas des Marocains à part entière. En effet, si la possibilité de vote existe, elle l'est par procuration. Or, ces Marocains dénoncent aujourd'hui cette situation. Il y a eu même tout à l'heure une protestation sur la place des droits de l'homme au Trocadéro. L'article 17 de la Constitution marocaine dispose que, écoutez bien chères auditrices, chers auditeurs, les Marocains résidant à l'étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d'être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections sur toutes les listes. Cependant, tout électeur intéressé doit, au préalable, quand il réside à l'étranger, remplir un formulaire spécial
et désigner une personne qui vote à sa place au Maroc. Et chaque Marocain, là-bas, au Maroc, ne peut avoir qu'une seule procuration. Alors heureux pour l'avancée de la démocratie au Maroc, mon parti pris aujourd'hui, c'est que je suis heureux, ou à moitié heureux. Heureux pour les Marocains qui vivent là-bas, et malheureux, excusez-moi, pour les Marocains qui vivent ici. Pourquoi? Un franco-marocain qui habite au Maroc va pouvoir participer dans quelques mois aux élections françaises dans le consulat du Maroc, le consulat du Maroc, de France au Maroc, mais le même franco-marocain, s'il était ici à Paris, en France, ne peut pas faire la même chose. Comment voulez-vous que les uns et les autres voient cette population qui est toujours mineure là-bas, mineure ici? Mais comme on dit souvent, les batailles, même longues quand elles sont menées, finissent toujours par être gagnées. Merci Tarek, vous avez dressé un petit peu la situation et en particulier le dernier chapitre consacré donc au MRE. Tiens, je vais demander à Bouchra, qui pour ne pas le cacher est marocaine, donc ça te parle? Bien sûr. Donc ta réaction sur ces élections importantes, disais-je donc avec Tarek tout à l'heure, importantes pour la démocratie d'abord, pour les Marocains là-bas, pour l'alternance politique éventuelle, parce qu'il faut attendre les résultats pour se faire. Ton point de vue donc sur les élections au Maroc, Bouchra? Bah là, moi, j'attends juste de voir par rapport aux deux partis, le PGD et le PAM. Le PGD et le PAM, voilà. Parce que c'est vrai que l'enjeu, ça va se jouer à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on en saura un petit peu plus. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est plus pour les Marocains qui vivent là-bas. Pour les MRE, pour moi, je pense que, comme a dit Tarek, c'est vrai que l'enjeu n'est pas, en fait, voilà, c'est une minorité. Donc, du coup, il est important puisqu'on a fait voter les Marocains de France pour le référendum, pour faire passer donc la nouvelle constitution et pour calmer le jeu, puisqu'il y avait des revendications même de passage du royaume à la République en 2011. Oui. Et donc là, on avait besoin d'eux, on les a fait voter. Et une fois qu'on a obtenu notre belle constitution, on ne les fait pas voter au deuxième tour. Et c'est un problème qui se pose en fait pour les trois communautés, l'algérienne, la tunisienne et la marocaine, sous des aspects divers. Donc allons savoir si les MRE en fait ont voté aujourd'hui. Par procuration, donc il y en a peut-être un ou deux. Voilà, il y en a pas des masses. Donc du coup. Moi j'en connais des Marocains aujourd'hui, je savais même pas que c'était des élections d'ailleurs. Ouais. Ah. Le PJD, c'est le parti écologique, c'est ça? Non, c'est le parti à logiciel religieux. Non, mais je croyais que parce que je les ai vus, ils faisaient du covoiturage. J'ai cru que c'était un parti qui fait du covoiturage apparemment, donc j'ai cru que c'était un parti écologique. Non, c'est une boutade par rapport à la situation. Non, moi, ce que je veux dire par là, il a raison, parce que moi, je sais que des amis marocains s'étaient battus parce que vous savez que les Algériens, les Tunisiens, les Portugais, les Italiens, on n'est pas si nombreux. Les Français ont, j'allais venir, ont des députés à l'étranger. Vous savez, des représentants de ça. Et nos amis marocains s'étaient battus pour avoir la même chose. Donc du coup, les consulats ont été obligés d'organiser des élections et tout ça. Je suis un peu triste pour eux, effectivement, parce que je pense que ils apportent au pays. Ils sont toujours en première ligne. Alors parfois on n'est pas d'accord sur des positions, mais en tous les cas ils sont et c'est normal, légitime, comme nous on l'est, attachés à leur pays d'origine. Et je les respecte et je les salue pour ça. Mais malheureusement ils pourront pas participer aux destinées, aux choix politiques pour diriger leur pays. Ce que je trouve moi pour eux une mauvaise chose. Mais après voilà. Et moi je pense que depuis le temps il y en a qui s'étaient battus pour ça. Je pense qu'ils auraient pu avoir une représentation des Marocains à l'étranger. Il y a une forte communauté en Belgique, en Hollande, en France, en Allemagne, et il aurait été légitime qu'ils aient quelques représentants, parce que c'est aussi ça la démocratie. Et si les franco-maghrébins faisaient une bataille ensemble pour que le même principe s'impose aux trois pays là-bas, c'est-à-dire les Algériens, le franco-algérien, les franco-tunisiens, les franco-marocains, aller à la même manifestation pour demander la même chose, c'est-à-dire le droit de vote ici qui est aujourd'hui accordé aux Algériens, aux Tunisiens et indirectement aux Marocains, et la proportion, je sais pas, le même nombre de députés pour ces Algériens, ces Marocains et ces Tunisiens qui vivent à l'étranger. Et en clair, si là-bas chaque 200 000 ou 300 000 ont un député, faut avoir la proportionnelle. Et par exemple pour la Tunisie, pour les Tunisiens de France, ils représentent 10% de la population. Donc ils devraient avoir des députés à hauteur de 10% de l'Assemblée. Ils devraient.
Et nous aussi, mais le problème c'est que nous on en a que 4 en France. Oui, non, mais si on en avait, on peut le pourcentage en termes de 5 à 7 millions, ça fait aussi presque 10% à l'étranger. Donc ça voudrait dire la même chose. Ouais. Non, mais c'est vrai que et je rejoins Tarek, c'est un vrai débat. Et moi je sais qu'il y en a qui l'ont posé, hein. J'ai un ami qui se voyait député, marocain, qui aurait fait d'ailleurs, je pense, c'est un ami, donc il aurait fait un bon député. Mais, au-delà de ça, alors, voilà. À un certain moment au Maroc, il y a eu, et notamment c'était un fameux ouvrier de l'usine de Talbot, qui avait beaucoup de problèmes ici en France parce qu'il était un grand syndicaliste, et le roi, le père de celui-là, qui était beaucoup plus fin sur le plan politique, il l'a récupéré pour en faire le député de l'immigration marocaine, et c'était d'ailleurs dans une vision politique pour lui donner une immunité qui faisait qu'il pouvait être syndicaliste en France tout en étant protégé par son titre de député au Maroc. On va accueillir Manji qui est avec nous depuis Marseille, qui souhaite parler des élections marocaines, et après on passe à Alain Juppé. On va s'attaquer un petit peu à lui. Manji, bonsoir. Bonsoir Tarek, Akli et Bouchra il écoute attentivement Manji. Bah attendez. Ah bah oui, Manji il va pas apprécier ma blague sur le covoiturage, mais c'est sûr. Non, absolument pas. Je rigole, Manji, mon ami, je rigole. Je plaisante, Manji. En fait, j'ai juste deux points. Je voulais par exemple, monsieur Mami, quand même, connaisseur comme vous de la question politique, vous confondez entre les pouvoirs du roi du Maroc et comment j'ai confondu? Je voulais non, Manji. Non, je dis dans les royaumes. Comme la Grande-Bretagne. Non, mais attendez. Excusez-moi, j'ai pas les mêmes royaumes. Et moi, je crois que la question, je veux dire, les Marocains, ils sont faits, quelque part, on était déjà trompés par rapport à cette constitution qui a été faite dans un espace de 15 jours, même pas. Un vote qui a été organisé, je crois que c'est le vote le plus rapide de l'histoire. C'est une constitution, sauf nous en Algérie, ça on vote pas, c'est à main levée. C'est un autre cas. C'est pour ça, je pense que la parenthèse de PDG, elle va être fermée. Le PDG en bon le PGD, le parti écologiste PGD. Oui. Pour le PGD, on a le progrès et développement, des trucs comme ça. Justice à la fin. Et en bon frère musulman, ils ont fait le jeu du pouvoir, et maintenant ils vont être effacés, comme c'est passé avec Narda, qu'elle a fait le jeu du pouvoir, et qui a eu la main tremblée le moment où il fallait liquider le régime de Ben Ali, et maintenant on voit que le régime de Ben Ali revient en force en Tunisie. Et lorsque vous parlez de printemps arabe, excusez-moi, moi je parle toujours de printemps arabe, parce que moi j'ai vécu les événements du 5 octobre 88 en Algérie, et il n'y avait pas de la CIA pour nous manipuler. Il y a une contre-révolution, je suis d'accord avec vous, qui est en train de prendre le pas. Mais oui, j'écoute. Voilà, j'ai dit, il y a une contre-révolution qui est en train de reprendre le pas. Je suis d'accord avec vous, parce que les régimes reviennent tous un par un, y compris en Libye. Il y a Haftar qui a négocié la semaine dernière avec la France la possibilité d'avoir le ministère de la Défense. Et Haftar, c'est qui était un ancien général de Kadhafi. Manji. Oui. Bon printemps à toi. Et pour moi, l'hiver arabe, il est rude. Vous savez, monsieur, les révolutions en France, ils sont pris en deux fois. Les révolutions, ça gagnait pas du premier jour. Mais moi, je jette pas, j'insulte pas les peuples. J'insulte pas. Des peuples qui sont, oui, excusez-moi, lorsque vous dites que c'est manipulé, c'est un peuple qui sont levés de Tanger jusqu'en Arabie Unie, ils sont pas levés pour rien. Et comme il dit Ibn Khaldoun, parce que je sais que vous êtes curé d'Ibn Khaldoun, Ibn Khaldoun, il dit, les despotes attire toujours les conquérants. Tout à fait. Voilà. Merci Manji, merci. Et vous avez aussi France Fanon qui dit qu'on essaie toujours d'imiter celui qui est le plus fort sur le moment parce qu'on espère y appartenir. Bon, alors on va très vite parler de Juppé parce que les coups de cœur approchent et que l'heure tourne quand on est bien accompagné forcément. Akli, Bouchra et Tarek, hier vous avez peut-être regardé l'émission politique deuxième. Moi oui, comme dit l'autre. Alain Juppé hier donc face aux Français. Alors première petite indication et pas des moindres, il a fait un peu plus d'audience que Sarkozy, 2,7 millions contre 2,3 millions. Grosso modo, 2,7 millions et quelques, 2,3 millions et quelques pour Sarkozy. Les 2,7 millions vont voter aux primaires. Et pourquoi tu parles pas d'Arnaud?
pourquoi tu parles pas d'Arnaud, espèce de stigmatisant là? Tu Parce parles que Arnaud, il était pas. Ah si, il a fait la deuxième, c'est vrai. Pardon. Ah bah, oui, pardon. Non, c'était beaucoup moins Arnaud. 2 millions, je crois. Non, à peine. 1,7 million. Oui, il a pas été très bon. Parce qu'ils ont fait exprès pour nous, mais ils ont fait exprès pour nous essayer de nous truc. Il a pas été très bon. Eh les gars là, j'ai l'impression, je sais pas quoi. Non, mais pour le coup, il y avait pas grand chose à retenir de son. Et putain, en 3 jours, les mecs sont devenus conservateurs. C'est comme ça, les mecs. Dès qu'ils voient que ça va chuter, ils font, écoute, tu manges. Ce que vient de dire Franz Fanon. Les gars, ils épousent, comment dit Beltralou, les gars, ils épousent tout de suite à cause. Monji, je suis d'accord avec toi, t'en as ici sur le plateau. Incroyable, ça, les gars. Eh, faut quand même se réveiller, hein, bon. Akli, tu sais qu'aujourd'hui, cette élection de 2017, chacun prend son stylo, sa feuille, sa tablette et son smartphone. Et il dit, comme disait Staline. Je t'en mets 2 kilos. Non. Marine Le Pen, c'est combien? 24%. Aïe. Le deuxième, il va faire combien? Sarko, il passe, il fait 20, 21. Ah, le troisième, c'est qui? C'est Hollande, 14. Et tiens, t'as oublié Bayrou. Et Bayrou, il fait combien? Il fait 10, 11. Ah bon? Donc, si tu enlèves 11 à Sarko, eh ben, t'as François Hollande, deuxième avec 14 pour le troisième tour. Voilà comment les gens aujourd'hui calculent. Tout le monde essaie de calculer. Aujourd'hui, le problème, c'est que, non, mais t'as raison, Tarek. Mais Christophe, là, on est plus dans les élections. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, chacun, non, mais plus que ça, c'est que les mecs, c'est devenu les Michel Blanc de la politique. Tu te rappelles Michel Blanc? Sur un malentendu, je peux conclure. Donc les mecs se disent, au mois de mai, sur un malentendu, on peut conclure, quoi. Et donc, on n'est plus dans un projet politique, on est sur le malentendu. Quand est-ce qu'on va se... Et d'ailleurs, c'est bien parce que, vous avez vu, d'ailleurs, il va en parler, Christophe, je pense. Quand Juppé, l'autre Didi, va être élu avec des voix de gauche, le problème, c'est que pourquoi lui, il va refuser les voix de gauche à la présidentielle. Donc je lui demande. Il prend les voix. Non, il prend les voix des comment les appeler, les insatisfaits ou les déçus du hollandisme. C'est pas la gauche. Non mais même si c'était, non mais attendez, c'est quand même, tu prends les voix de ceux qui te font confiance. Je veux dire, l'élection c'est une relation de confiance avec quelqu'un. Donc si effectivement les gens veulent éviter, parce que franchement de vous à moi, si on reprend Sarko, je pense que les gens vont tout de suite avoir le comparatif et ils vont se dire, ah punaise, si on avait su, on aurait réélu Hollande. C'est ce qui va se passer, hein. Je vous le dis, on le demande tout ce qui va se passer, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire, Christophe, on va avoir une droite dure comme on n'a jamais eu. Même en France, on a toujours eu des droites sociales, républicaines. Là, on va avoir une droite très dure à la manœuvre. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et je pense que, attention au réveil douloureux. Parce que on sait souvent... C'est pas mal comme analyse. Non, mais je le dis, c'est pas une analyse. Une droite très dure. C'est pour ça que les gens aujourd'hui sont en train de se dire... Bon, Juppé, c'est le moins pire. Enfin, c'est celui qui nous fera le plus mal. C'est ce que lui a dit le jeune. Pas sur la tête. Voilà, pas sur la tête, quoi, en clair. Pas sur la tête. Il va pas sur la tête. Je suis pas sur la tête. Mais voilà, on en est là. Ouais. C'est terrible comme situation politique. C'est pour ça que j'en veux aux politiques de ne pas faire de la politique. Vaut mieux perdre sur ses valeurs debout que d'essayer de louvoyer et de perdre à la gauche en général. Parce que moi, ce que je dénonce, c'est que la gauche, elle est complètement décomposée, ça. C'est notre responsabilité aussi. Donc Arnaud Montebourg, il sera dimanche soir sur M6, hein. Donc hier. Et on sera là pour la présidentielle. Oui. Et j'espère qu'on va gagner. Comme ça, vous verrez ce que c'est qu'une politique de gauche. Bon, ça, c'est mon côté partisan. Oui, hein. Très partisan. Démocrate. Oui. En un mot, Tarek, une phrase pour résumer l'émission. Alors, je pense qu'il y a trois parties qu'on a super bien compris pour une fois, parce que jusque-là, lui aussi, il louvoyait. Là, il commence à arriver, il prépare sa primaire, donc il faut qu'il sorte du bois. Donc, il s'adresse à la droite et à l'extrême droite. Ils lui vont le thème d'économie libérale qui va pouvoir faire gagner de l'argent aux riches, de faire tourner les entreprises et de dire aux pauvres, ce que je peux vous dire, c'est que je peux pas vous faire gagner de l'argent, mais je vais être gentil avec vous. Non, mais je vais trouver l'occasion pour que vous puissiez travailler et avoir votre SMIC sans charge. Ok, pour la droite et l'extrême droite. Pour les centristes, ils leur vont ces valeurs sur lesquelles nous-mêmes on est ici sur France Maghreb 2, comment construire la France du vivre ensemble, la France heureuse de demain, avec une question qu'il pose à Ménard, qui lui dit, est-ce que vous connaissez un peuple qui ne veut pas être heureux? Donc vous êtes truc. Et là, il a réglé, à mon sens, la question de Ménard pour quelques années, parce que chaque fois qu'il va ouvrir sans clapper le Ménard, les gens vont lui ressortir les réponses. La troisième, c'est la politique internationale. Et là, il dit, moi, je me mets exactement sur le chemin de Blair, de Cameron, de Hollande et de Sarkozy, pour que je ne perde rien des fameux lobbies qui font aussi de la politique. Et que si je commence à dire aujourd'hui, je vais revenir à une belle politique gaulienne, celle de Chirac et de Villepin,
eh ben ceux-là qui sont très importants. Ce qu'a dit Montebourg, d'ailleurs, il va revenir aussi à une équipe plus équilibrée. Ouais, et donc voilà un peu la vision. Ils n'en perdent pas une pour placer Montebourg. Voilà, non mais. Non, c'est la réalité, là je le place pas. Et l'on est amoureux politiquement. Et donc moi ma lecture elle est humainement, et il s'adresse à 3 publics alors que Sarkozy est venu s'adresser à un seul public. Et peut-être c'est ça le tour de force de Juppé, c'est qu'il a brassé large. Aujourd'hui, Juppé fait ce que Mitterrand a fait en 1981 au premier tour pour gagner les élections. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les primaires. Et là, il est obligé de passer les primaires avec cette phrase subliminale. Oui, si les primaires se passent dans des bonnes conditions. Manière de dire que si j'ai l'impression que l'autre a traficoté, attention, ça reste, voilà, c'est ça. Je fais autre chose, ou je monte mon ami Bayrou, 11%, et puis on laisse Hollande continuer sa bataille, parce que, et le fond de la pensée de Juppé, Sarko n'aurait dû jamais se présenter, parce que moi, quand j'étais dans la problématique de Chirac et du parti, j'ai pris sur moi de recevoir les coups. Donc maintenant, c'est à mon tour, et Sarkozy aurait dû me soutenir de A à Z. Voilà un peu la psychologie, William n'est pas là, mais voilà la psychologie du fonctionnement de Juppé face à Sarkozy. Dans un instant, les coups de cœur, et si on a le temps, le j'aime ou j'aime pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous pour ce grand forum avec tout de suite les coups de cœur. Avant de terminer, je sais pas si on a le temps de prendre le j'aime ou j'aime pas, mais bon, on va voir bien. On va faire un petit peu au feeling. C'est parti pour le coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Avec donc Tarek Mami et Monsieur Akli Melouli et Madame Bouchra la Baronne. C'était l'inverse. Oui, c'est vrai. Voilà. On va commencer par Akli, tiens. Oui. Le coup de cœur d'Akli. Moi j'avais dit mon coup de cœur, c'était pour ces médias comme notre ami aménageur de Made in Marseille qui ce week-end a organisé un débat, c'est assez courageux. Je vous ai dit du fossé culturel à Marseille à la fracture nationale. Je trouve que c'est comme effectivement France Maghreb, tous ces médias qui essaient de donner la parole, à diversifier au moins la prise de parole, les avis et souvent assignés à résidence malgré leur volonté d'être dans le débat et tout, alors que là où d'autres ne le font pas, comme c'est les télés du service public qui devraient, elles, effectivement, être le service public et donc avoir une plus grande diversité, mais qui ont des lignes éditoriales qui empêchent l'expression diverse et donc coup de chapeau à Made in Marseille pour son colloque. Vous avez vu dans la presse française l'arraisonnement des bateaux, des femmes? Non, j'ai pas vu ce que j'allais en parler. Sur l'arraisonnement des bateaux des femmes sur la base de ça, on a passé en zapping, le reportage que j'ai trouvé c'est sur Euronews. Voilà. Et donc je trouve on l'a sur l'échelle internationale, je pense que voilà, on a ces exemples. Je crois que les gens ont le droit d'être informés, on peut être pour ou contre ou pas, mais on a le droit à l'information et donc on a le droit à tout voir. Et je pense qu'on nous vend, et moi je trouve le pire, c'est pas, il y a ce qu'on ne voit pas, mais il y a aussi tout ce qu'on nous raconte qui est erroné. Alep, où des montages, on voit à la fin que les mecs se sont même fait balader, quoi. Donc on a des gens ça manque un peu de fond et de profondeur, et après c'est les mêmes qui vont s'étonner que, effectivement, le sens politique, le désintérêt de la chose publique, etc., eh bien je crois qu'ils y contribuent grandement. Bon, merci beaucoup Akli pour le coup de cœur, mon cher ami Tarek. Alors moi, je veux écouter de la musique. Ah bah très bien, y a pas de problème, je vous mets de la musique moi. Pas Oud Keltoum s'il vous plaît. Non, ça sera pas Oud Keltoum en l'occurrence, mais ça sera ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ça, Tarek? On marche sur la Syrie. Non, on attend 13 secondes. On a entendu Tripoli, ça y est. On va écouter Tripoli. Alors on va réécouter, faut que je remette depuis le début. Oui, juste le début, jusqu'au mot Tripoli, après ça me va. Très bien, on réécoute Tripoli, c'est ce qu'il vous faut, on y va. Et là, ça va être très très vite. Oui. C'est bon. Voilà. Ouais. Alors que ça, il faut savoir, chers auditrices, chers auditeurs, chers Bouchra, chers Akli, c'est l'hymne de la marine américaine. C'est fou, hein? C'est un texte qui est écrit en 1879. Pourquoi les Américains mettent dans leur chant de guerre Tripoli 1879? Ils avaient encore des Indiens à cette époque-là. Non, mais ils venaient juste les exterminer. Donc c'est en gros 5 ans après leur indépendance. En fait, toute la Méditerranée était tenue par l'Empire ottoman.
Tout à fait. Et l'entrée donc était tenue par les Algériens, le début par les Marocains, après les Tunisiens et après les Libyens. Et il y avait des accords avec la puissance de l'époque, c'était la Grande-Bretagne. Et donc la Grande-Bretagne payait les beys pour que les bateaux ne soient pas arraisonnés par les corsaires de l'autre côté. Et donc c'est la marine libyenne, à l'époque ici, qui tenait cette partie de la Méditerranée. Notre corsaire, je crois que nous, en Algérie, s'appelait, c'était Barbaros, c'est ça? Bah oui, c'était après ça. C'était après Barbaros. Voilà, c'était avant. Et l'essentiel, c'est que l'Angleterre, quand elle donne son indépendance à l'Amérique, lui dit « Je ne te protège plus ». Et donc les premiers bateaux américains qui vont arriver, vont se retrouver face à la marine ottomane libyenne qui lui dit monsieur tu passes par là, tu payes la taxe. Comme aujourd'hui quand on rentre dans le canal de Suez, on paye. Et les Américains ils disent non monsieur on paye pas. Nous on est les Américains, on est la nouvelle puissance du monde. Et puis le roi, le bey de l'époque qui doit donc s'appeler Youssef Pacha, arraisonne tous les bateaux, les arrête et envoie un message à Jefferson le président et lui dit maintenant si tu veux payer par là, tu payes. Et là les Américains montent sur leurs chevaux et décident d'aller passer par la force. 3 batailles, 3 défaites. Et dans la deuxième défaite, ce que font les Américains, c'est qu'ils descendent par le sud et ils vont chercher le frère du roi, ça vous rappelle quelque chose, pour lui dire nous on va te donner l'argent et les filles et on va te mettre roi à la place du roi. Donc première partie. Deuxième partie, ils rentrent donc à la ville de Darna, sur laquelle il y a des batailles aujourd'hui dans le sud de la Libye, et ils occupent Darna. Et ils disent, ça y est, on occupe Darna, donc on va le faire tomber. La Syrie d'aujourd'hui, l'Irak de 2003. Sauf qu'à l'époque, les Arabes d'hier ne sont pas les Arabes d'aujourd'hui. Les musulmans d'hier ne sont pas les musulmans d'aujourd'hui. Donc, le bey de Tripoli fait appel aux troupes de la Tunisie et de l'Algérie pour donner la raclée aux Américains et il leur donne la 3e raclée. Donc tout ça se passe en gros entre 1801 et 1805. Avant d'en terminer, cher Christophe, voilà ce que disent les paroles qu'on a entendues. Pourquoi Tripoli? De Gaulle de Montezuma, qui est au Mexique, parce que la première guerre que les Américains ont fait 2 ans après l'indépendance, c'est qu'ils ont déjà commencé la guerre contre les Mexicains à côté d'eux. Et donc de Gaulle de Montezuma, au rivage de Tripoli, on y vient, nous allons livrer les batailles de notre pays. Donc ils ont construit le pays sur cet empire, dans les airs, sur terre et sur mer, le premier à combattre pour le droit et la liberté, vous retrouvez le discours d'aujourd'hui, et pour garder l'honneur de notre pays, contre Poutine aujourd'hui. Nous sommes fiers de revendiquer le titre de la marine américaine. Et donc, les Libyens de l'époque, les Tunisiens de l'époque, les Ottomans de l'époque ont fait faire 2 choses aux Américains. La première, c'est que les Américains, de toute leur vie, ils ont signé un seul texte d'accord qui n'est pas en anglais, mais en turc. 22 articles, c'est celui-là, pour que les Ottomans de l'époque leur laissent la grappe. Deuxième chose, ils acceptent de payer la taxe. Et troisième chose surtout, dans ce pacte, ils écrivent, alors, je cherche ma belle phrase, je ne sais pas si je vais la retrouver, non, c'est la phrase, voilà, les Américains signent un papier et disent, comme le gouvernement des États-Unis n'est d'aucune manière basé sur la religion chrétienne. Voilà ce qu'il leur fait écrire à l'époque. Comme en soi, elle n'a aucune hostilité vers l'islam, les 2 parties s'accordent pour faire cet accord pour que les Américains récupèrent leurs bateaux, payent la taxe et n'attaquent pas les pays musulmans. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. En 1805, cher Christophe. Très bien, oui, ça permet de rappeler un peu l'histoire. Voilà. Alors, Bouchra, malheureusement, tu vas devoir être très 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 rapide. Non, on est super en retard. Moi, je voulais simplement vous faire découvrir une application mobile pour lutter contre les agressions sexistes. Donc, c'est une application qui est gratuite et qui permet, à partir de son mobile et grâce à la géolocalisation, d'alerter, de témoigner et de soutenir les victimes lors d'une agression sexiste dans un espace urbain ou dans les transports en commun. Et donc, l'application s'appelle Hands Away. Donc, elle permet en outre de devenir une ou un street angel et de signaler sa présence en cas d'agression sexiste à proximité. Donc, je trouve que c'est une application qui est quand même, enfin, là, on entend beaucoup parler d'agression, justement, de harcèlement de rue. Donc, du coup, c'est une application qui est la bienvenue. En plus, elle est gratuite. Et donc, on répète le nom.
Hands Away. Donc c'est en anglais, Hands Away. Mais c'est une application qui a été créée par une Française. Hein. C'est dommage que c'est Shakespeare qui écrit tout le temps. Voltaire a perdu sa plume. Voilà, c'est ça. Merci Bouchra, la petite chanson que tu voulais nous faire écouter, on l'écoutera, promis, la prochaine fois, je la garde au chaud. Il n'y a pas de souci. Hein, merci à Bouchra, merci à Kli, merci Tarek, et un bon week-end à vous tous, bien sûr. Dans un instant, c'est la suite du grand forum avec l'ami Amar. Et puis, à partir de 19h, monsieur Mohamed Bajrafil, qui sera de la partie pour l'émission Parler Islam tout à l'heure. Et tout cela accompagné demain et de maître par notre ami Bejahed. Bon week-end à tous, restez bien à l'écoute de France Maghreb 2, bien sûr. Il est précisément 18h02. L'actualité de ce vendredi soir, c'est avec Marine Garel que je salue. Bonsoir Marine. Créer un reportage, écoutez. Le bateau des femmes qui se dirigeait vers la bande de Gaza a été intercepté. Le Zaytouna Oliva compte 13 femmes à son bord, dont le prix Nobel de la paix, la nord-irlandaise Mary Maguire. Il était parti de Barcelone en Espagne le 14 septembre. Son objectif était de briser le blocus imposé depuis 10 ans par Israël à Gaza. L'armée a intercepté le bateau et l'a redirigé vers le port d'Ashdod, dans le sud du pays. Une interception sans violence, assure la marine israélienne. C'est un acte de piraterie de la marine israélienne, exercé dans les eaux internationales contre un bateau en mission humanitaire, naviguant sous pavillon danois. Ce qui s'est passé, c'est un acte de terreur et de piraterie contre le droit international. Cela est considéré comme un acte de guerre commis par Israël contre 13 activistes internationaux. Nous n'avons aucune nouvelle d'eux car tout contact a été rompu. Les relations restent tendues entre Israël et la Palestine. En réponse à un tir de roquettes lancé depuis l'enclave palestinienne, Israël a procédé à des frappes aériennes sur la bande de Gaza. Une personne a été blessée. Voilà, c'était sur Euronews, qu'on précise, non pas sur les autres chaînes d'infos qui n'en ont absolument pas parlé. On va terminer par un petit clin d'œil télé, ça va se passer demain, le samedi 8 octobre sur France 5, diffusion de l'émission Échappée belle consacrée à l'Algérie, dont voici le programme. Se promener dans les rues d'Alger, c'est comme feuilleter un livre d'histoire. Une histoire en perpétuel mouvement. Maintenant, il y a plus de levier à l'Alger. Derrière chaque porte se cachent des trésors insoupçonnés. Y a quelqu'un ? Des amoureux les restaurent. Il faut que l'on conserve ce patrimoine. Ils ont à cœur de les transmettre aux nouvelles générations. L'émission politique de France 2 recevait Alain Juppé, qui d'ailleurs, soit dit en passant, a fait un peu plus d'audience que celle de Sarkozy, 2,7 millions contre 2,4 millions. Alain Juppé, et cette partie où Léa Salamé a cherché à interroger Alain Juppé. Est-ce que Alain Juppé est-il cassant? C'est un moment d'ailleurs que Alain Juppé n'a très peu apprécié, préférant lui parler de l'avenir de la France. Non. Vous êtes formidable, madame, c'est formidable. J'ai pas dit ceux qui osent me critiquer, je les emmerde. J'ai dit ceux qui... Non, la question est, il y a des gens qui vous trouvent chiants. Voilà la question. C'est pas est-ce que vous supportez qu'on vous critique. Et donc vous les emmerdez. Si je ne supportais pas qu'on me critique, il y a belle lurette que je ferais plus de politique. Ceux qui vous trouvent chiants. Écoutez, on va pas parler de ça toute la soirée, c'est une blague. Mais non, voyons. Non, mais vous trouvez que c'est une blague. On va pas passer toute la soirée. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir de la France. Moi, je veux parler de l'avenir de la France. Je veux pas parler d'une boutade que j'ai eue à France-Olivier Gisbert. C'est pas très sérieux, ça. Oui, mais cette boutade, elle dit quelque chose de vous. Ah bon, quand même. Quoi, pardonnez-moi, parce qu'on va parler de la France, mais on va aussi parler de l'homme, Alain Juppé. Ce qu'elle dit de vous, c'est que qu'elle résonne, c'est qu'on retrouve le Juppé Casson de 95. Cette forme d'arrogance technocratique qu'on vous a reproché, Alain Juppé. Je suis arrogant, je suis technocrate. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne sais pas. Ben voilà, je suis comme je suis, je vais me traîner à vos pieds en disant non, je suis pas arrogant, je suis gentil, je suis... Mais vous comprenez que c'est une crainte. Non, je vous demande pas ça. J'aimerais... Mais si, parce qu'on... Voilà pour ce moment de cette émission. On y reviendra pour le reste dans quelques minutes. Il y a quelques jours, on vous parlait de ce bateau de femmes qui sont partis en direction de Gaza, cette frégate qui se dirigeait en direction de Gaza, qui a été donc arrêtée, comme à chaque fois, par l'armée israélienne. On a cherché sur de nombreux médias français sur un quelconque reportage relatant ce qui s'était passé et cette initiative donc de femmes. Eh bien, on a trouvé seul Euronews y a consacré, en tout cas, est posé par Nicolas
Nicolas Sarkozy, distancé dans les sondages par Alain Juppé, qui était hier soir à la télé. Nous y reviendrons évidemment. Puis nous parlerons, j'espère qu'on aura le temps de le faire, sur cette proposition de loi sur l'indépendance donc des médias. Le texte a été adopté définitivement par le Parlement sans pour autant satisfaire les représentants de la presse française. C'est ce que nous verrons. Explication à suivre. Mais pour l'heure, et pour commencer, mon cher ami Akli, c'est évidemment le traditionnel zapping pour commencer cette émission. C'est parti. Le zapping, les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. On va commencer avec toute cette flopée de politiques qui reviennent en ce moment, surtout à la veille d'échéances électorales. Et bien voici une dans le Grand Journal hier sur Canal+, qui a juré qu'elle ne referait jamais de politique. Elle s'appelle Roselyne Bachelot. C'est ce qu'elle a confié hier à Victor Robert dans le Grand Journal. Exactement. Je ne reviendrai pas. C'est une décision irrévocable que j'ai prise. Mais je suis sûr que on me pose la question. Mais mes copains me disent. C'est pour ça que je vous la pose. Mes amis. On connaît votre réponse, mais pourquoi personne ne vous croit? C'est ça qui est étonnant. Parce que la politique est une drogue, les gens le savent, donc ils pensent que je suis gravement intoxiqué. Et que si on me fait une proposition, je l'accepterai. Et c'était difficile ou pas de quitter cette vie? Non, parce que d'abord, j'avais un père formidable qui, quand je suis rentré en politique, m'a dit il faut cultiver l'ascèse de l'adieu. Je suis rentré dans le bureau qu'il avait occupé à l'Assemblée nationale. Il m'a dit tu ne dois avoir aucun objet personnel dans ce bureau et le quitter tous les soirs comme si tu ne devais jamais y revenir. Habiter chez soi, jamais habiter dans les palais de la République. Donc traverser cette carrière politique en étant totalement libre. Voilà pour la promesse de Roselyne Bachelot. Hier soir, l'émission politique. Il parlera des élections au Maroc, parce que tu sais que tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui c'est les élections législatives au Maroc. Tout à fait. Voilà, donc on en parlera avec Tarek. Je voudrais pas que mes amis marocains le prennent comme de l'ingérence qu'un franco-algérien s'exprime sur les élections marocaines. Oh, mais attends, on a le droit de parler de tout, ça va. Je plaisante pas tout à fait. Bon, très bien. Le coup de cœur d'Akli, justement, alors, c'est quoi? Alors moi, le bon coup de cœur, c'est pour un média qui s'appelle Made in Marseille, qui fait un boulot, qui essaye de, effectivement, tout à l'heure, on va parler, je pense, de liberté d'expression, de l'indépendance des journalistes, qui essaie d'être un média indépendant, qui essaye de relater un peu des faits, même qui peuvent déranger, qui essaie d'avoir une autre voix que celle qu'on entend toujours, et qui malheureusement n'est pas très aidée. Et donc je voulais faire un clin d'œil à notre ami Ahmed, qui se bat pour ce média et faire vivre un peu une autre expression, notamment dans la région PACA. Très bien. Alors, l'avis tranché d'Akli sera quoi? Alors moi, c'est mon point de vue, c'est sur l'identité. Je trouve qu'aujourd'hui, on va avoir ce débat pendant la présidentielle. Donc, je voulais donner un point de vue qui est le mien, parce que quand on rajoute national à identité, eh bien là, on crée effectivement la scission, la discrimination, et en plus, on biaise le débat de façon subtile pour envoyer à leur extériorité, à leur étrangeté, une partie de la population et séduire tous ceux qui sont nostalgiques, soit de l'Algérie française, soit des thèses du Front National. Très bien. Alors, à découvrir tout cela, nous parlerons de la situation à Haïti. C'est que c'est dramatique, ce qui se passe à Haïti après le passage de l'ouragan. On en est à plus de 400 morts après ce passage, et toute une partie des États-Unis est en alerte évidemment avec cet ouragan. Un petit mot aussi sur la situation d'Alep, où la situation se corse après donc le non-dialogue entre la Russie et les États-Unis. Et puis nous parlerons évidemment de la primaire à droite cette fois. Celle-ci, en tout cas, peut-elle être faussée par les électeurs de gauche? La question. France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre grand forum, c'est votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30. Ravi de vous retrouver pour cette dernière de la semaine, c'est vendredi. Et oui, et le vendredi, j'ai constaté qu'il y a un peu de relâche parmi l'équipe, parce que tout le monde n'arrive pas à l'heure, sauf Akli Mioui qui est déjà là. Ça va, Akli? Oui, ça va, il paraît que c'est l'apanage des rois d'être à l'heure. Il paraît, donc comme c'est bon pour toi alors. Traité comme un roi, je en profite. Je sais que ça fait un peu prétentieux pour nos auditeurs, auditrices, mais bon, il faut bien se brosser un peu par soi-même. T'as raison, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La chita algérienne, il faut l'utiliser de temps en temps pour soi-même. De temps en temps. Alors, sachez messieurs dames que tout à l'heure, dans la deuxième partie à 18h, 18h30, on parlera des cacahuètes, de leurs origines avec Amar.
tout à l'heure. La reveillée de l'équipe aussi. Ah ouais. Ah ouais. Amar, ouais. Amar. Ouais. Remarquez, pour une panier de cacahuètes, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses et qui se vendent. Donc c'est peut-être. C'est bien de parler des cacahuètes. En ce moment, dans la période électorale, ça va avoir du sens. On parlera aussi du sport avec le football, bien sûr, l'équipe de France ce soir, qui joue un match important. Et puis, puisqu'on parle de football, sachez que l'Algérie joue contre le Cameroun dimanche soir. Attention, ça va être chaud. Hein. Et puis, on parlera aussi de la télé. Vive l'Algérie, bien sûr. Et puis on terminera d'ailleurs cette émission par un petit coup de cœur. Tiens, on écoutera du Fellag aux alentours de 18h20 par là. Juste avant le j'aime ou j'aime pas, bien sûr. Et puis bien sûr le coup de cœur de Akli qui sera accompagné quand même, je l'annonce, de Tarek Mami. Qui fera d'ailleurs son avis tranché. Alors lui il n'aime pas trop avis tranché, il dit point de vue, mais bon c'est pareil. Mais moi aussi je préfère point de vue, il a raison. Ouais non mais attendez, vous avez pas commencé à parler dans mon émission les gars. Hein, c'est avis tranché, un point c'est tout. Il parlera des élections au Maroc parce que très démocratique. Oui bien sûr, bah, évidemment.